Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais accueillir Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA, toute jeune ex-présidente de la FNSEA et présidente du COPA, le Comité des organisations professionnelles agricoles européennes. On va garder avec nous Hervé Lapie parce que, évidemment, on ne peut pas s'en priver, président de la FDSEA 51 et secrétaire général de la FNSEA. En duplex avec nous, Serge Zaka, qui n'a donc pas pu être présent parce que vous êtes en Vendée, je crois, Serge. Bonjour. Bonjour, oui, je suis à la... Voilà, Serge Zaka, qui est ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie. Et puis, le local de l'étape, c'est Thomas Lovo, qui nous rejoint également, qui est climatologue, enseignant, chercheur en sciences du climat à l'université Reims-Champagne-Ardenne, l'URCA. Bonjour Thomas, merci beaucoup. Voilà pour cette table ronde donc, que nous allons consacrer à l'adaptation de l'agriculture face au changement climatique, adaptation et solutions, car si vous êtes régulièrement et trop souvent montré du doigt comme l'un des acteurs du dérèglement climatique, eh bien vous détenez aussi une partie des solutions qui peuvent être déployées pour limiter ce réchauffement climatique. Et c'est bien une table ronde de solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et c'est avec vous qu'on va commencer, Thomas. Vous êtes un scientifique, donc spécialiste reconnu des cycles du carbone. Alors je crois que ce serait bien qu'on récupère la petite télécommande pour que vous puissiez dérouler votre PowerPoint. On va d'abord planter le décor scientifique, c'est-à-dire dresser avec vous le bilan des connaissances sur les sources et sur les puits de gaz à effet de serre, ces fameux GES qui engendrent le réchauffement climatique. Quelques indicateurs macro pour commencer à l'échelle du monde. Et puis on va zoomer petit à petit à l'échelle nationale, locale, régionale, locale. Et vous nous parlerez notamment des outils que vous mettez en place pour avoir d'ici un an une cartographie précise de ces fameux GES à l'échelle locale. Le but, encore une fois, et je le répète, c'est de sortir de l'autoflagellation et du déport de responsabilité sur les autres. Alors Thomas, on va commencer donc à dérouler vos explications. Quelle est la réalité scientifique aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale? Merci beaucoup. Je vais mettre au pupitre. Oui, ou ici, comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Bonjour à tous. Donc Thomas Le Vosges, je viens de revenir dans la région. Je suis un natif des Vosges. J'ai de la famille qui est dans la Meuse, qui a une exploitation agricole, des éleveurs exploitants. J'ai passé tous mes étés dans une ferme à contracteur. Donc je connais un peu ce milieu. Je ne vais pas dire beaucoup parce que je n'ai jamais fait marcher une ferme. Mais je l'ai connu. Toucher du bois tous mes étés en Meuse. Et puis j'ai de la famille qui est de Châlons. Et si quelqu'un a remarqué, mais je porte le même nom que le stade d'athlétisme à Châlons. Ce n'est pas un hasard, c'est mon arrière-grand-père qui était coureur de fond ici, qui s'appelait le Lièvre Chalonnais. Donc je suis vraiment très fier de revenir ici. De revenir dans la région. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est très souvent politique. Moi, je vais essayer d'enlever la politique de tout ça, parce que c'est pas mon but, c'est pas ma mission. Je suis chercheur et enseignant à la fac. Mon but, c'est d'apporter des solutions et d'avancer dans la problématique. Ce qu'on essaie de mettre en place au niveau local aujourd'hui, ce n'est pas un flicage comme on peut souvent l'imaginer, c'est des outils de communication et d'information. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'on fait, et ça va aller. Je vais refaire peut-être un petit bilan de la manière dont on présente le cycle du carbone. Voilà, ça c'est les courbes que j'ai regardées depuis longtemps. Depuis les années 60, ces données ont été accumulées. On les regarde parce qu'elles ne changent pas de trajectoire. Il y a eu des petits yo-yo, vous voyez que certaines courbes se sont mises à s'arrêter pendant 10 ans. Ça a posé beaucoup de questions. Alors c'était à l'époque la chute de l'URSS, c'était le changement vers un monde plutôt asiatique au niveau économique. On s'est posé beaucoup de questions. Mais le fait est là, on continue de relâcher de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pourquoi? Alors ça, c'est la courbe toujours qui m'intéresse la plus, parce qu'il y a ce qui va vers l'atmosphère, toutes les émissions, on brûle les énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole, et puis il y a aussi ce qui les absorbe, parce qu'on oublie souvent ça, mais dans cette courbe-là, vous voyez le gris, c'est ce qu'on relâche chaque année, le jaune, c'est la modification des sols. C'est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez qu'au niveau mondial, ça n'a pas beaucoup bougé. Pendant longtemps, c'était en Europe et en Amérique du Nord qu'on a défriché, déboisé pour avoir des surfaces exploitables. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Finalement, maintenant, c'est dans d'autres endroits du monde, c'est dans les pays tropicaux, où on va déforester massivement. Donc finalement, on a une constance dans les changements de modification des sols. Et puis, vous avez les puits. Le puits vert, c'est la végétation qui absorbe. Alors c'est très simple, plus vous avez de CO2 disponible dans l'air, plus les plantes ont de facilité à l'absorber. Heureusement pour nous, grande chance, parce que si vous regardez la partie verte, elle n'arrête pas d'augmenter. Ce qui veut dire que plus on lâche et plus les plantes absorbent. La vraie question qu'on se pose tous, en tant que chercheurs et autres dans le sommaire, c'est est-ce que ça va s'arrêter? Parce que si cette machine s'arrête, c'est 25% des émissions de carbone en plus dans l'atmosphère, chaque année. Donc on a déjà un premier rôle, c'est de maintenir ce puits naturel de la végétation en marche.
Il faut qu'on continue à laisser les plantes absorber et en stocker le carbone. Le gris, c'est l'océan. L'océan est une pompe, heureusement pour nous. Tout ce qui est la vie, les algues, etc., pompe le carbone, ça diffuse et ça tombe dans les sédiments au fond des océans. Et puis vous avez ce qui reste, c'est ce petit morceau bleu, et c'est ça notre drame, c'est ça qui crée ce réchauffement planétaire qui va nous poser beaucoup de problèmes dans les décennies à venir. Si on regarde le carbone, vous pouvez le voir, et là je vais tout de suite rentrer dans la manière dont je vous amène des chiffres. Les chiffres parlent, les chiffres sont politiques. Si je vous montre la première courbe en haut à gauche, c'est nos émissions qui augmentent, d'accord ? Irréfutable, nous n'avons fait qu'augmenter notre consommation d'énergie fossile. Si je le mets par échelle des pays, alors là c'est en haut à droite, je peux jouer à un petit jeu, alors c'est qui est coupable ? Là, c'est la Chine. Depuis les années 2010, c'est la Chine. Voilà, suivi des États-Unis, puis l'Europe derrière, et puis l'Inde qui est en train de nous rattraper, de nous dépasser. La réalité est beaucoup plus complexe parce que vous imaginez bien que la Chine produit beaucoup de biens, non pas pour eux, mais pour nous. Donc on peut aussi faire un autre jeu et de dire qui importe et qui exporte. Là, la figure serait très différente. En bas à gauche, maintenant, je vais vous montrer les énergies, parce que ça, on l'oublie souvent. On parle beaucoup du pétrole. En ce moment, on a parlé beaucoup du gaz depuis le conflit en Ukraine. On oublie que la première type d'énergie, c'est le charbon. Le charbon, des réserves extraordinaires que nous avons dans nos sous-sols, qu'ils soient en Allemagne, en Australie, en Russie ou ailleurs, qui vont nous permettre de continuer à avoir une énergie qui sort du sol pour très peu d'argent, finalement. Le charbon est pratique, très facilement, on va le creuser avec des grosses machines. Suivi de près par le pétrole et maintenant le gaz, qui devient l'énergie un petit peu de demain avec le gaz de schiste et l'avènement. Je l'ai connu aux États-Unis, on est passé d'un régime où on importait du gaz à un régime maintenant où on va l'exporter. Et la France d'ailleurs va accueillir à bras ouverts du gaz liquéfié dans les années qui viennent. Et maintenant on peut vous faire la même image mais par habitant, et alors là on inverse tout. Maintenant l'Amérique est de loin en haut, et c'est un peu un mauvais jeu parce qu'en réalité c'est pas l'Amérique. Si vous regardez au niveau des pays qui consomment le plus par habitant, en fait l'Amérique est loin d'être la première. Il y a encore pire, il y a le Moyen-Orient, où le pétrole sort du sol gratuitement, donc finalement vous avez une consommation qui est énorme au pays du Golfe. Le Canada, qu'on oublie souvent sur la carte, énorme consommateur par habitant d'énergie fossile. Un Canadien, c'est le même mode de vie qu'un Américain, sauf qu'il fait moins 25 l'hiver. Donc vous imaginez les dépenses en énergie. Et donc on met souvent les États-Unis en premier, c'est loin d'être le premier par habitant. Mais d'ailleurs, si on peut faire le parallèle aussi avec le nombre de planètes qu'il faudrait par habitant en fonction des modes de vie par pays. Exactement. Je crois qu'en Moyen-Orient, on est à 7 planètes comme la Terre par habitant si tout le monde vivait comme eux. Exactement. Et donc là, l'Europe prend un rôle beaucoup plus important où effectivement, on a par habitant beaucoup plus de consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce que énergie égale richesse. Okay. Les accords internationaux, alors là je vais vous en parler rapidement, mais je vais vous donner mon point de vue de chercheur. J'ai entendu votre point de vue d'agriculteur et je le comprends complètement, d'exploitant et d'éleveur. Je vais vous donner maintenant ce qui s'est passé de mon côté quand on a regardé ces chiffres et que nous on voit les démarches qui vont arriver. Vous aurez un exposé de Serge Jacquat qui va suivre et va montrer potentiellement ce qu'on risque. Donc voilà ce qui s'est passé. Pendant des années, nous on a eu cette courbe du CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui n'arrêtaient pas de monter. Et il y a eu ces réunions. Vous les connaissez bien les réunions, au niveau des ministères, des régions, des chambres, etc. Mais c'est les mêmes réunions que vous avez au niveau international. Et nous avons vécu, en tant que scientifiques, des suites d'accords internationaux qui ont donné lieu à aucun changement sur notre trajectoire. La frustration, quand vous avez les chiffres, je n'ai aucun intérêt à vous vendre du CO2. Je me fiche de savoir si le CO2 monte ou descend. Mon métier ne dépend pas des courbes de gaz à effet de serre. Je ne gagne pas ma vie parce que le gaz à effet de serre monte. Donc on explique ça, les dommages qu'il y a derrière, et nous ne sommes pas entendus. Ça a amené à ça. Cette personne-là, ce n'est pas un syndicaliste, ça n'est pas un parti politique, c'est le directeur du centre de la NASA à Washington, qui s'est retrouvé arrêté par ses propres forces policières devant la Maison-Blanche des États-Unis, par désespoir du silence du retour de ses élus. Il faut comprendre que quand moi j'ai vu ça, ça n'était pas du tout un politisé, ça n'était pas du tout une lutte de classe ou une lutte de quoi que ce soit. Non, non, c'est le désespoir de quelqu'un qui voit le massacre arriver et le danger arriver et qui n'est pas entendu. Pourquoi ? Parce qu'en 1980, dans un petit appartement de Manhattan, il avait déjà prévu l'augmentation de température. Il est directeur quand même du centre de la NASA. Il était doué, très brillant, professeur à Columbia. Personne ne l'écoutait depuis les années 80. Donc je veux vous dire par là, ne croyez pas que je viens là pour vous vendre un message politique. Je n'ai pas de parti, je n'ai pas de carte, je ne suis pas payé par un industriel. Je dépends uniquement de l'université de Reims à l'heure actuelle. Ok. Maintenant, je vais vous raconter une phrase qui vient d'un professeur de Scripps, que je trouve a trouvé peut-être la meilleure, et ce n'est pas de lui, c'est de sa femme en réalité. Il était interviewé à la BBC et il a demandé à sa femme, elle lui dit voilà ce que tu devrais dire demain à la radio. On ne commence pas un régime sans monter sur la balance. Où en est-on aujourd'hui avant de commencer à parler de réduction ? Et le problème n'est pas simple, parce que quand vous faites un bilan carbone, c'est très loin d'être facile. Vous avez énormément de secteurs différents, énormément de sources d'informations différentes.
Ce qui se passe, c'est quand vous collectez ces informations, c'est déjà très difficile de les avoir. Il faut les convertir en carbone, il faut savoir d'où elles viennent, il faut avoir le droit de les utiliser parce que certaines données sont confidentielles, il faut couvrir géographiquement un territoire, ce qui peut être très compliqué parce que vous avez beaucoup d'acteurs différents sur un territoire. Et tout ça prend beaucoup de temps, ce qui veut dire que quand vous êtes un élu, au mieux, votre bilan carbone vous arrive avec 3 à 4 années de retard. Et on vous demande de faire une politique publique pour 2030. Vous avez donc, en 2023, un bilan qui date de l'année pré-Covid. Vous n'avez pas pris en compte les changements dans les modes de travaux, les changements dans les modes de communication, les changements dans le déplacement. Tout ça n'est pas dans votre bilan carbone actuel. Et vous attendez désespérément ce chiffre que vous n'avez pas pour faire un bilan pour les 5 années à venir. Bonne chance. Pourquoi est-ce que c'est très compliqué? Parce que, alors là, je vais vous montrer quelque chose, dans toutes les organisations, vous connaissez ça, il y a des organisations en bleu, donc ça, c'est des groupes internationaux qui vous donnent la méthode pour faire un bilan carbone, et les protocoles qu'ils ont définis derrière. C'est comme les normes ISO, c'est comme les normes AFNOR, vous en avez une multitude, et à qui veut prendre sa méthode avec son organisation. Donc si vous parlez aujourd'hui à Paris, ils n'ont pas la même méthode qu'applique Munich, qu'applique Strasbourg ou qu'applique Reims. Donc impossible des fois de recouper les chiffres, impossible de comparer les chiffres, et impossible même de se mettre d'accord sur les protocoles, chacun ayant son point de vue et sa vision des choses. Ok, on a fait ça, ce travail sur l'Amérique du Nord, parce que j'étais pendant longtemps en Amérique du Nord, avant d'avoir la chance de pouvoir revenir ici, et on l'a fait sur les grandes villes américaines. Voilà, les marges d'erreur sont colossales. 30 à 40% d'erreurs sur leur bilan carbone, des secteurs entiers non déclarés, l'industrie, la production énergétique, des secteurs entiers qui manquent, chacun ayant suivi son petit protocole pour le faire. C'est souvent des consultants dans des bureaux privés qui font ce genre de travail, donc vous pouvez prendre votre meilleur consultant, et généralement vous avez une tendance à toujours vouloir un chiffre à la baisse, ou à la hausse. Alors pourquoi à la hausse? Parce que si on vous demande une réduction, vous avez intérêt à démarrer de plus haut, comme ça vous descendez plus vite. Voilà. Donc en fonction des volontés politiques locales, vous avez ce genre de problème. La ceinture de maïs américaine. Alors, ça va vous parler. Là, j'étais pendant longtemps sur un projet qui a mis des capteurs autour de la ceinture de maïs et on a comparé les inventaires agricoles et nos méthodes de calcul. 35% d'erreur. Ce qui veut dire que je vous donne un chiffre aujourd'hui, vous me dites que la France doit baisser de 50% ses émissions dans les 10 ans qui viennent, il faut 4 à 5% par an, et vous avez 30% d'erreur. Bonne chance. Donc il faudra au moins 6 ans avant que vous ayez un chiffre que vous pouvez croire. Ça vous montre le problème. En tant que décideur public, en tant qu'élu, même en tant qu'acteur sur le terrain, en tant que fédération, en tant que syndicat, vous n'avez pas dans vos mains tous les chiffres clés dont vous avez besoin pour prendre vos décisions. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Parce qu'on peut faire mieux, et c'est pour ça que je suis là, que j'ai voulu venir aujourd'hui et vous montrer ce qui se passe sur le territoire. On a commencé avec les villes, et voilà ce qu'on fait, exactement comme la qualité de l'air. On met des capteurs sur la ville, on fait tourner nos modèles, et on regarde si les chiffres théoriques correspondent à nos mesures. On fait exactement comme vous faites tous les jours, vous regardez s'il y a un pic d'ozone, et vous savez si ça peut être dangereux, si vous avez des problèmes respiratoires ou des problèmes cardiaques. On veut mettre la même chose en place, mais pour le carbone. Pourquoi on veut faire ça? Parce que là, vous avez des chiffres qu'on peut prouver, recouper, et surtout, on peut produire des chiffres chaque mois. Mois par mois, on peut aider les décisionnaires à avoir des chiffres en main qui sont valables et récents. Donc on a mis en place ces réseaux, je les ai mis en place dans beaucoup de villes, parce que ne croyez pas qu'on s'intéresse qu'à l'Europe. Si je fais ce travail aujourd'hui, bien au-delà de ma mission territoriale, elle va au-delà de nos frontières. Parce qu'on ne va pas, nous, faire des efforts incroyables de réduction d'émissions pendant que les autres villes, elles, ne font rien. Donc le but est bien de mettre en place des systèmes qui soient pour tout le monde, sur la planète, disponibles et standardisés. Je l'ai fait à Mexico, dans l'Indiana, à Los Angeles, à Washington, à Jakarta. Aujourd'hui, nous travaillons avec Dakar, au Sénégal, parce que l'explosion démographique et économique en Afrique subsaharienne va devenir l'enjeu des 10 années à venir. Donc on a pris un exemple, et là j'ai repris le confinement, parce que ça a été une expérience unique, et je vais essayer d'accélérer parce que j'ai trop de choses à dire. Vous vous souvenez des grandes villes et même des régions et de la ruralité, on était dans des villages complètement morts, avec un minimum d'activité quand même. Dans les villes, ça a été spectaculaire, plus de voitures, plus de bus, plus rien. Alors on a fait ce calcul, je vais vous sauter cette partie-là, et on a calculé que la ville de Paris, pendant le confinement, avait diminué de 40 à 50% de ses émissions pendant les 2-3 mois de confinement total en 2020. Ça veut dire que si vous arrêtez de travailler, de sortir de chez vous, d'aller au magasin, d'aller à l'école, vous n'avez pas atteint l'objectif de 2030. Ça vous montre l'enjeu qu'on a face à nous. C'est bien au-delà de nos petits déplacements et notre petit... Le problème étant que le système en lui-même pour fonctionner, chauffer les bâtiments, amener la nourriture aux gens, l'eau, retraiter les eaux usées, tout ce système-là est plus de la moitié de nos émissions sur une ville comme Paris. Donc on a un problème systémique. Il faut aller chercher, non pas dans nos petites activités de tous les jours seulement, mais dans la façon dont nous générons l'énergie, la façon dont nous contrôlons nos déchets, dont nous gérons nos déchets, etc., etc., etc. Tous les secteurs doivent être engagés là-dedans. Sur le deuxième confinement, on n'était qu'à 20% parce que les écoles étaient ouvertes et certains services indispensables ont été ouverts. Ok.
Je vais aller là-dessus, je voulais juste montrer un petit point rapidement, c'est que l'année dernière, si je prends les différentes années sur Paris, vous voyez, c'est des mégatonnes, alors bref, ça n'a aucune importance, c'est des unités qui ne me parlent même pas à moi. Vous avez une diminution chaque année. Donc Paris fait son travail, chaque année ils essayent d'enlever un peu de voitures sur la route, un peu de diminution d'énergie, des pertes de chaleur, ils essayent d'améliorer l'isolation, ils font leur travail comme ils peuvent. Quelques pourcents par an, l'année dernière, 27 mégatonnes. Le conflit d'Ukraine. Le gaz, prix du gaz explose, régulation, contrôle sur le chauffage, les logements. Il y a eu plus d'impact par le conflit en Ukraine qu'il y en a eu sur les confinements pendant le Covid. Ça vous montre le problème d'échelle. C'est très difficile dans sa tête d'arriver à réaliser quelles sont les politiques qui vont avoir le plus d'impact sur notre bilan carbone. Il faut aller voir les chiffres, il faut aller les creuser, il faut aller chercher dans chaque impact que ça peut avoir à côté. Voilà, ça vous montre juste un exemple de ce qui peut se passer. Ok, je vais parler de la région rapidement, je ne vais pas prendre tout mon temps, mais j'essaie d'accélérer. Je parle trop, c'est mon métier. L'agriculture, souvent visée, souvent ciblée, je vous entends complètement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. On a besoin de nourriture et c'est essentiel pour l'avenir. Dans les secteurs qu'on a à l'heure actuelle, vous êtes le deuxième, effectivement, tout à fait. Je dirais, sans surprise, ça représente une énorme source déjà d'indépendance pour la France. C'est essentiel pour l'activité humaine dans plein de secteurs, bien au-delà de nourrir les gens. Ok, moi, ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la baisse. Parce que dans tous les secteurs, notre enjeu est d'atteindre une baisse des émissions. Nous ne pouvons pas discuter au niveau international, quand nous allons aller aux accords de Paris, rediscuter avec la Chine, les États-Unis ou d'autres pays, d'autres puissances internationales, sans avoir fait, nous, notre travail. Donc mon rôle, c'est d'amener un maximum d'informations et de faire ce suivi de baisse des émissions. J'ai mis en exprès ce rapport-là, qui sort de l'inventaire CITEPA, qui est un organisme national qui fait ce suivi très précis chaque année, pour vous montrer que chaque secteur est concerné. Vous voyez la chute en 2020 du transport, effet Covid. La barre verte a fait tout à coup effondrer le secteur du transport. Sauf que l'année d'après, on est revenu en réalité à ce qu'il y a avant. Et donc le problème est là. Les variations chaque année, en fonction du taux de production, en fonction des impacts, des guerres, des conflits, des enjeux et des prix des marchés. Notre but est d'atteindre cette courbe et d'arriver en 2030 à la moitié des émissions. Comment y arriver? Le problème d'agriculture, ce n'est pas seulement la diversité, je dirais, des rôles, des enjeux, c'est surtout les gaz. Vous n'émettez pas que du CO2, on parle souvent du CO2, mais il y a du méthane, du protoxyde d'azote, de l'ammoniac. Il y a énormément de gaz dans une chaîne industrielle qui est très complète. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'industrie, c'est l'industrie agroalimentaire derrière. Donc il faut prendre la chaîne dans son ensemble, depuis la production, depuis même la manufacture, je dirais, d'un tracteur, jusqu'à l'arrivée du produit fini dans l'assiette d'un consommateur. Voilà. Émissions, je les ai réparties en 3, mais je vais vous montrer que c'est très compliqué parce que pour nous, en tant que chercheurs, on va aller mesurer non pas un gaz, on va aller mesurer 10 gaz, 15 gaz. Et il faut les mesurer avec précision et là d'où ils viennent. Donc on a beaucoup de sources différentes qu'il va falloir prendre en compte et qu'on va essayer de toutes suivre pour montrer que chaque petit effort qui a été fait dans chaque secteur contribue au final à baisser l'empreinte carbone de la France. Je peux aller vite. L'agroforesterie, aujourd'hui, représente un des gros potentiels pour le stockage de carbone. Je voulais envoyer ce message très fort. Sauf que, il y a quelques jours, un rapport vient de sortir et qui a montré que le puits forestier en France s'est effondré dans les 10 dernières années. On a un gros problème de climat. La température se réchauffe, on voyait ce qui se fait, l'effet changement climatique, ralentissement de la croissance des arbres, respiration plus rapide du sol. Le puits forestier n'est plus aussi efficace qu'on l'imaginait. Et là est le drame. Ce qui veut dire qu'il y a un rôle encore plus fort pour l'agriculture d'avoir d'autres solutions de stockage de carbone, pas seulement les arbres. La filière bois peut aussi avoir d'autres réflexions, pas stocker le carbone dans le sol et dans la forêt, mais l'avoir dans la durée de vie des produits. Construire des matériaux qui vont rester pendant 40 ans dans des constructions, dans le bâtiment, etc. Donc toute la filière bois doit réfléchir à comment garder ce puits de carbone, parce qu'on en a réellement besoin. Il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus. Pour nous, c'est capital. Les émissions de carbone vont baisser, mais pas assez. Il faudra qu'il y ait des puits à côté pour arriver à compenser nos émissions de carbone. Ce qu'on appelle des puits, c'est des puits de captation du carbone. Exactement. Ouais. On absorbe le carbone dans l'arbre, on le coupe, on en fait une poutre qui va rester pendant 60 ans dans une charpente. Vous avez capté pendant 60 ans des tonnes de carbone dans votre maison. Ça, c'est un vrai puits de carbone. Il faut vraiment y réfléchir parce que c'est une solution très viable. Ok, qu'est-ce qu'on fait sur la région Grand Est? Et je vais m'arrêter là, je vais essayer assez vite, mais je voulais quand même vous montrer. On va sortir pour la première fois un site en partenariat avec l'ADEME, la région et le Centre spatial national, le CNES, un site qui va vous montrer les émissions de chaque arrondissement de la région Grand Est. On va montrer, pour l'instant on le fait en total, mais on voudrait le faire par secteur. Vous pourrez aller sur votre arrondissement, cliquer. On veut rendre transparent les efforts qui sont mis en place dans la région pour chaque arrondissement. On va montrer la tendance et la baisse, parce que comme on l'avait dit plus tôt dans cette discussion, il est très difficile de communiquer sur les efforts qui sont mis en place. On vous donne une plateforme maintenant pour montrer le suivi, montrer les arrondissements qui ont été peut-être plus vite que d'autres, mais ça n'est pas l'enjeu. L'enjeu est de montrer que oui, il y a des efforts mis en place dans chaque secteur de l'activité humaine et qu'on est là pour arriver à nos objectifs. Comment on fait ça?
on a une compagnie d'avions qui vient voler, on met des tours, on vient mesurer. Je vous montre ici 3 panaches qui sont très symboliques dans la région, Épernay, Reims, et puis le site de Bazancourt, Pomac. Si on va là-bas, ça n'est pas du tout pour dire attention sur le CO2. Non, si on va là-bas, c'est pour dire on va continuer à suivre les progrès qui vont être faits dans les 5 années à voir, et on va voir si on a atteint les objectifs. Notre but est vraiment d'informer le plus rapidement possible les décideurs, les industriels, les élus, et de dire vous êtes 10% en dessous de l'objectif ou vous êtes 20% au-dessus de vos objectifs. Continuez comme ça. Le but est de rendre transparent, de standardiser et de prouver les efforts qui sont faits au niveau des territoires. Mon but n'est pas de fermer la centrale de Pomac, parce que sinon c'est du sucre brésilien qui nous arrive par bateau. D'un point de vue carbone, c'est un désastre. Je préfère 10 000 fois un sucre local qu'un sucre qui vient d'ailleurs. Donc, qu'on soit bien clair là-dessus. On est là pour montrer qu'on va faire mieux qu'ailleurs et qu'on a les preuves de ce qu'on a mis en place dans le territoire. C'est vraiment ça l'idée de rendre transparent tous les objectifs climat qu'on met en place. Je vais vous parler aussi des méthaniseurs, parce que c'est un gros sujet en agriculture qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on veut que ça soit une filière qui soit porteuse, futuriste, et qui va sûrement porter énormément d'énergie dans l'avenir et compenser les imports de gaz, mais il faut que ça soit fait proprement. Donc on travaille avec la région, on va aider à détecter les fuites, on va aider, et j'aimerais travailler avec les agriculteurs et tous les gens qui ont ces méthaniseurs pour vous informer en temps réel que votre système, est-ce qu'il y a une fuite à réparer, est-ce qu'on peut mettre en place un système pour prouver que la méthanisation peut être un truc de propre et d'efficace et peut-être améliorer même les méthodes, comment stocker les intrants, comment stocker les exudats, etc., etc. On est là pour aider et donc on veut mettre en place des outils qui seront soit par des entreprises, soit par la région, soit par des territoires locaux pour nous aider à mettre ça en place. Voilà. L'idée étant d'optimiser les générations d'énergie aujourd'hui dans le Grand Est. Je finis par vous montrer ce qu'on a fait en place avec une entreprise qui est d'Alsace, des anciens pilotes de l'armée de l'air, pilotes d'hélicoptères qui sont assez extraordinaires, qui font des zigzags et qui nous permettent d'aller voir autour des méthaniseurs et de dire ok, on va pouvoir faire une cartographie et surtout d'aller sur le terrain et de dire voilà, vous avez 3 méthaniseurs qui sont en fuite, on va aller voir sur le terrain comment les réparer et de maximiser le retour du gaz naturel sur ces méthaniseurs. Donc c'est vraiment une idée d'information, on n'est pas là pour fliquer, je ne suis pas une police ni un inspecteur du travail, je suis vraiment là pour qu'on maximise nos retours sur les investissements qu'on fait sur les méthaniseurs et que la région veut mettre en place et subventionne énormément. Ok, donc voilà, je vais m'arrêter là, je voulais juste vous montrer rapidement ce qui se met en place dans la région, qu'il y a des territoires qui sont complexes, qu'on est là pour informer et que vos élus ne sont pas toujours coupables de n'avoir pas fait la bonne méthode. Ils n'ont même pas l'information à disposition. Donc j'aimerais travailler même avec les gens du terrain pour qu'on soit le plus intelligent possible dans notre manière d'aller faire l'observation et d'informer les élus et les prises de décision des industriels du mieux possible. Voilà, merci de votre attention. Merci Thomas. Et demain, ces zigzags en avion, vous les ferez en avion électrique pour être plus vertueux. Prenez le micro. D'ailleurs, et on en parlera dans la table ronde et dans le débat tout à l'heure, si un secteur comme l'agriculture devenait un secteur négatif en émissions carbone, c'est aussi une source de revenus. Et on en parlera avec Christiane Lambert et avec Hervé Lapie tout à l'heure. On va établir la connexion avec Serge Zaka. Alors Thomas, vous restez avec nous évidemment parce qu'on va garder une partie de questions-réponses à la fin de cette table ronde et vous serez en mesure de répondre, je l'espère, à toutes les questions qui vous seront posées. Serge Zaka, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement bien, vous êtes docteur en agroclimatologie, spécialiste reconnu des conséquences du changement climatique sur l'agriculture. Et donc on va entrer un peu plus dans ce secteur d'activité. Et puis vous êtes photographe chasseur d'orage, tout aussi reconnu. Alors avec vous, là aussi, des données scientifiques objectives, mais aussi prospectives. Voilà, c'est une des photos de vos photos qu'on voit derrière vous, qui a été primée au niveau international, je crois. La plus belle photo de 2022, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Je viens de partager mon écran. D'ailleurs, si jamais vous ne le voyez pas, dites-le moi. Alors là, on le voit tout petit. Voilà, vous pouvez le mettre en format diapo et on l'aura en plein écran comme ça. Donc avec vous, des données scientifiques objectives. Voilà, il faut le mettre en format diapo. C'est pas le bon écran, je pense. Serge, on doit avoir votre écran de droite. On n'a pas l'écran diapo là. Ah, non, j'ai qu'un seul écran. Attendez, je vais recommencer. Tant qu'il n'y a pas de choses immontrables sur les autres écrans, tout va bien. Est-ce que là, c'est bon ou pas ? Non, on a toujours le petit écran avec toutes vos slides sur la gauche. Voilà, là, on vous a pleine peau. Ok, je vais repartager mon écran. Voilà. Alors la question est de savoir donc comment l'agriculture marnaise va pouvoir s'adapter dans les scénarios de réchauffement que nous prédisent les experts climat du GIEC, et puis surtout de quelles solutions l'agriculture marnaise est porteuse pour réduire l'impact de ce réchauffement climatique. Alors on va commencer, Serge, dès que vous aurez réussi à nous mettre la première diapo en plein écran, on va commencer par observer et analyser les données les plus récentes que vous ayez en main, des données qui portent sur l'année
2022. Donc là, on vous a complètement perdu, Serge. Je ne sais pas où on en est. C'est bon. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Je vais Alors, on vous partager tout mon voit. écran. Voilà. Et Bon, est-ce que là, écoutez, vous voyez quelque chose? voilà, ça va mieux, effectivement. Parfait. Ok. Voilà, donc données Alors, 2022. tout à fait. Voilà. Et on tient les délais, Serge, hein. Il est Pas de 11h35, souci. on vous donne 20 minutes. Ok, merci. Déjà, je tiens à m'excuser par rapport à ma voix parce que j'ai une perte de voix depuis 2 jours. Alors, ne me demandez pas pourquoi. J'ai peut-être un doute sur la pollution parisienne parce que j'ai perdu ma voix à Paris pendant une interview avec Hugo Clément. Donc, il y a peut-être un lien, je ne sais pas. Ça fait deux Voilà, bonnes donc raisons. beaucoup de raisons, oui. Donc, oui, je suis Serge Zaka, je suis conférencier, chasseur d'orage et docteur en agroclimatologie. C'est la science qui étudie l'impact du changement climatique sur l'agriculture et inversement. Je vais commencer par un point climatique. On va faire un retour sur 2022 et on regardera les précipitations et les températures, spécialement dans la Marne. J'ai étudié vraiment les données climatiques pour la Marne jusqu'en 2100, uniquement pour cette diapositive. Et ensuite, on verra l'impact sur les cultures locales. Alors, j'ai sélectionné quelques cultures, bien sûr. On aura peut-être des questions sur les autres cultures que je ne présenterai pas. Un retour sur 2022 avec une belle photo du pont de Millau et des coups de foudre derrière. 2022 est l'année la plus chaude qu'on ait pu observer en France avec 14,5 degrés, mais également la deuxième année la plus sèche avec moins 25% des précipitations, avec quand même un retour des précipitations au printemps 2023 qui a pu rattraper certaines choses au niveau de l'agriculture. Au niveau du département de la Marne, on a eu des conséquences très importantes, bien sûr, sur les rendements. Vous avez par exemple moins 30% de la production de fourrage, moins 12,3% pour l'orge de printemps et jusqu'à plus 21% malgré les sécheresses et les canicules. Le colza a fait plus 21%, le blé tendre a fait plus 4%. On va essayer de comprendre pourquoi dans la diapositive tout à l'heure. Et pourquoi je trouve ça extrêmement intéressant que vous m'ayez invité pour faire cette présentation. Quand on regarde la figure ci-dessous, les points noirs, ce sont les observations. Le point violet, c'est 2022. Lorsque je projette 2022 sur la courbe modérée de changement climatique du GIEC, on tombe sur 2050. Cela veut dire que 2022 sera une année tout à fait normale en 2050. Et ça veut dire que l'agriculture doit absolument s'adapter pour éviter les pertes de rendement qu'on a eues. Je vous ai montré les pertes de rendement de la Marne, mais je tiens à vous préciser que c'est catastrophique de façon beaucoup plus prononcée dans le sud-ouest de la France, où il n'y a que le colza qui a fait plus 1%. Et en général, on est plutôt autour des moins 20, moins 50% dans le sud-ouest de la France. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui va se passer sur l'agriculture d'ici 2100, il faut que je me projette jusqu'en 2100 par rapport aux données climatiques. Avant tout, on va regarder l'évolution de la pluviométrie annuelle. Je répète, la pluviométrie annuelle de l'année de 1961 à 2012. Et on peut observer dans la Marne qu'on a une augmentation des précipitations annuelles. Oui, avec l'évolution du climat depuis 1961, il pleut plus dans la Marne sur l'année. Dans le sud de la France, par contre, il pleut moins sur l'année. Par contre, si je regarde l'évolution des surfaces en sécheresse, en pourcentage de surface agricole en sécheresse en Champagne-Ardenne, depuis 1959, on a une augmentation de plus 4% des surfaces en sécheresse. Donc la Marne et la Champagne-Ardenne en général fait l'exploit d'avoir plus de pluie sur l'année et d'avoir une augmentation des surfaces en sécheresse qui est certes très légère, mais on s'attend, quand il y a plus de pluie, à moins de surface en sécheresse. Je tiens à préciser que dans le Languedoc-Roussillon, dans ma région, c'est plus 15% de surface en sécheresse depuis 1959. Je me projette jusqu'en 2100. On n'a pas d'évolution suivant les scénarios climatiques. J'ai pris le RCP 2.6 en vert pour plus 1,8 degré à peu près, RCP 4,5 plus 2,5 degrés à peu près, et plus RCP 8,5 plus 4 degrés à peu près. Alors j'ai simplifié les choses, hein, bien sûr, pour le monde agricole. Ce ne sera pas forcément correct de dire ça pour le monde scientifique climatique. Alors, on n'observe pas de tendance dans l'évolution des précipitations annuelles dans la Marne d'ici 2100. Il n'y a pas de tendance. On s'attend avec le changement climatique à avoir une baisse par rapport à ce qu'on entend aux infos, mais il n'y a pas forcément d'évolution, quel que soit le scénario climatique. Par contre,
C'est là où je vais introduire les indices de confiance. Par contre, quand je regarde l'évolution saisonnière, en hiver, on va avoir tendance à avoir plus de pluie et en été, on aura tendance à avoir moins de pluie. L'indice de confiance pour l'hiver est fort puisque la plupart des modèles vont dans le même sens. Par contre, je tiens à préciser que l'indice de confiance est plutôt faible pour l'hiver. Les modèles ne sont pas complètement encore en accord sur l'évolution des précipitations en hiver. Ce qui veut dire que quand je regarde l'indice hydrique des sols, donc ce qui vraiment concerne l'agriculture, c'est la sécheresse, vous avez ici le graphique de l'indice hydrique des sols, l'évolution suivant le jour de l'année. Les jours de l'année sont en abscisse et en ordonnée, on a l'indice hydrique des sols. Quand on est à 1, c'est que le sol est saturé en eau et quand on est à 0, c'est qu'il n'y a plus d'eau dans les sols disponibles pour la plante. J'ai pris un sol moyen dans la Marne, il y a bien sûr des différences suivant les profondeurs de sol. Les sols profonds seront la courbe. Les courbes en été vont descendre de façon plus basse pour les sols légers, pardon, pas les sols profonds. Donc en vert, vous avez la courbe de 1970 à 2000 et en rouge, vous avez la courbe de 2070 à 2100. Ce qu'on observe, c'est une légère hausse de l'indice hydrique des sols au printemps, un peu ce qu'on a eu ce printemps-ci d'ailleurs, mais d'un coup, au printemps, il y a une très forte diminution de l'indice hydrique des sols qui va plonger en été et on aura des sécheresses plus longues et qui vont se produire beaucoup plus tôt au printemps et qui se termineront plus tard à l'automne. C'est notamment dû à la baisse des précipitations, puisqu'il y aura moins de pluie en été, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi la hausse de l'évapotranspiration, évaporation-transpiration, des températures plus élevées, et aussi la hausse de l'intensité des pluies, puisque chaque degré gagné, c'est plus 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc des orages qui seront plus intenses. Je pense que vous l'avez tous constaté sur le terrain, et cette année est une année exemple. On a un indice hydrique des sols qui chute drastiquement à la sortie du printemps. Donc Je passe aux si on se températures. résume en quelques mots, Serge, on a des températures plus élevées en moyenne, on a des périodes de canicule plus longues, on a des phénomènes pluvieux qui sont plus marqués, mais qui ne sont pas forcément bénéfiques pour les sols, puisque les phénomènes pluvieux qui arrivent de manière violente ne sont pas forcément absorbés. On a donc un stress hydrique plus intense au global. Alors si on regarde sur l'impact de ce tableau, Serge, sur la production agricole et spécifiquement sur les grandes cultures, puisque la Marne est le premier producteur français de céréales, d'orge de printemps, d'escourgeons, deuxième producteur français de blé. Peut-être on peut commencer justement par le blé. Oui, alors je vais passer du coup la partie température, parce Ouais. que vous voyez que la température évolue, que le nombre de jours caniculaires évolue et que les climats évoluent, mais je reviendrai ça plus tard. Je passe au blé, du coup. Vous avez ici l'évolution du rendement agricole du blé depuis 1815. Vous pouvez voir que les rendements ont été multipliés par 7 avec la révolution verte, les progrès génétiques, mécaniques et chimiques, avec bien sûr certaines limites maintenant. Cependant, depuis les années 2000, on a une stabilisation des rendements du blé malgré ces progrès génétiques et on a même le progrès numérique qui s'ajoute par-dessus. Ce qu'on observe donc, c'est que les scientifiques de l'INRA en 2009 et 2010 se sont penchés sur ce problème et se sont dit, je vais regarder ce qui se passe. Et ils ont montré que 70% de l'explication de cette stabilisation du rendement du blé, ce sont des phénomènes climatiques, notamment un déficit hydrique et un échaudage pendant le remplissage du grain, donc des températures élevées et un manque d'eau, et une exception pour l'année 2016 avec un excès d'eau pendant la récolte. 70%, c'est une explication climatique. Et donc, on a une compensation des effets bénéfiques du progrès génétique, etc., par les effets négatifs du climat, ce qui fait que la courbe des rendements se stabilise en France. Et donc, si je regarde dans la Marne l'évolution du rendement des jours échaudants, c'est-à-dire au-dessus de 25 degrés pendant le remplissage du grain, suivant les 3 scénarios climatiques du GIEC, on a une augmentation du nombre de jours échaudants pendant le remplissage du grain. Et si je regarde en parallèle l'évolution de l'indice hydrique des sols, donc là, c'est les précipitations, et j'enlève l'évapotranspiration, on a une diminution de l'eau disponible pour la plante pendant le remplissage du grain. Donc, on a de nouveau une accentuation de ces stress thermiques et hydriques. Pourtant, le rendement du blé dans la Marne a été en hausse en 2022 et il sera stable, voire légèrement en hausse d'ici 2050, malgré l'accentuation des stress hydriques et thermiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le nord de la France, c'est l'effet CO2. Donc, le CO2 favorise la photosynthèse. Alors, je ne vous dis pas de polluer, mais il faut savoir que l'effet CO2 favorise la photosynthèse et qu'il prend le dessus en positif sur l'effet hydrique.
alors que dans le sud de la France, c'est plutôt l'effet hydrique qui prend le dessus sur le CO2 et on aura une baisse des rendements qui sera constatée. En solution d'adaptation et d'atténuation, je pense qu'on pourra en parler durant la table ronde. Je vais passer rapidement dessus. On pourra parler de tout ça. Je les montre assez rapidement dans la présentation. Je passe à la betterave maintenant, parce que c'est une culture aussi très présente dans la Marne. J'ai mis les rendements d'Île-de-France parce que je les avais sous la main, mais c'est à peu près la même tendance pour la Marne. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a un pic de rendement avec l'amélioration des tolérances au stress hydrique, la résistance aux ravageurs. Mais depuis les années 2010, le rendement des betteraves diminue. Il y a un effet climatique, les fortes chaleurs au-dessus de 35 degrés pendant la culture de la betterave, les sécheresses, parfois le gel tardif, mais également certaines interdictions de substances qui font qu'on a la jaunisse de la betterave qui peut revenir, notamment il y a 2 ou 3 ans. Et si je projette jusqu'en 2100 de la même façon, vous vous doutiez que les stress hydriques et thermiques vont s'accentuer. Dans la Marne, les rendements vont continuer à diminuer. Si je prends hors contexte jauniste et socio-économique, les rendements dus au climat vont continuer à diminuer. On n'atteindra plus forcément de façon régulière les rendements qu'on a eus dans les années 2008-2010. Ceci dit, les rendements vont quand même rester élevés parce qu'on a eu une évolution génétique qui fait qu'on a quand même une tolérance au stress hydrique. On ne va pas forcément retomber en moyenne aux années 70. On aura quand même une culture de la betterave qui sera possible dans la Marne avec des rendements qui seront plutôt modérés. Ce sera l'inverse dans la partie centrale du côté de Chartres. Cette fois-ci, les rendements vont plutôt diminuer. Et je terminerai par les prairies. C'est le sujet de ma thèse. Donc, vous avez ici l'évolution de la production prairiale, donc les prairies, dans la Marne, entre 1950 et 2100. 1950, c'est plutôt vers le bleu. Ensuite, on a le vert, puis après, on va vers le orange en 2100. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une prairie qui va se réveiller plus tôt au printemps, donc il va commencer à produire plus tôt parce qu'il y a de l'eau dans le sol, parce qu'il y a du CO2 et parce qu'il fait plus doux. Donc la prairie va se réveiller plus tôt. Cependant, on ne peut pas forcément mettre les animaux plus tôt parce qu'il faut faire attention à l'indice hydrique des sols, notamment au niveau de la portance pour éviter le piétinement dans la prairie. Et en parallèle, plus tard, en automne, la prairie va s'endormir plus tard, rentrer en dormance hivernale plus tard, et donc les animaux pourront rester en pâture un peu plus longtemps dans les champs, dans la Marne. On a gagné déjà à peu près 1 semaine ou 2 semaines sur l'année suivant les régions de France. Au petit 2 maintenant, le pic de production printanier sera plus précoce puisqu'il fera plus doux, il y aura de l'eau, il y aura du CO2, et ça va favoriser sa croissance puisqu'il y aura toujours de l'eau au printemps en moyenne au printemps. Et donc, on aura une augmentation de plus 20% en moyenne de la production printanière. Tandis qu'en été, on aura un déficit de à peu près moins 20, moins 30% en été, parce qu'il fera trop chaud, trop sec, l'indice hydrique des sols sera trop bas, malgré l'effet CO2. Et en automne, on aura de nouveau une production qui pourra réapparaître, qui sera bien sûr pas aussi élevée que le printemps. Et donc, au final, sur l'année, on a la même quantité de matière sèche qui est produite, c'est juste qu'on a une évolution de la saisonnalité de production qui suit parfaitement l'évolution de la saisonnalité des précipitations, parce que les prairies sont très sensibles aux précipitations. Et aux évolutions, adaptation, atténuation, je tiens à préciser qu'il n'y a pas une seule solution, toujours des solutions complémentaires en agriculture. Et la solution la principale, c'est une meilleure gestion du stock de fourrage qui devra être appliquée sur l'année. Sur les autres cultures, je passe rapidement. Je voulais juste dire que le colza, il y avait des prospections intéressantes parce que le colza a des racines profondes et répond au CO2. Donc, il peut y avoir des hausses de rendement comme on a observé en 2022. Il n'y a pas que des baisses de rendement pour l'agriculture. Le tournesol aussi, des racines profondes et il répond au CO2. Et s'il y a des évolutions génétiques qui ont encore de la marge, on pourrait avoir des rendements intéressants dans la Marne, donc éventuellement des filières à développer qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir dans la Marne. Il me reste encore quelques minutes, mais je vais juste terminer sur cette dernière diapositive en parlant de la différence entre la sobriété et l'efficacité sur l'utilisation de l'eau en agriculture, parce que c'est un sujet à la mode en ce moment. On parle souvent de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire à prélèvement stable, on a des rendements qui peuvent être en hausse ou stables. La génétique, par exemple, les variétés permettent d'avoir une efficacité de l'utilisation de l'eau plus intéressante, tournée beaucoup plus vers le rendement.
On a également l'agriculture de conservation des sols, on pourra en parler à table ronde, intéressant pour stocker du carbone, mais intéressant pour garder plus d'eau dans le sol. C'est à peu près plus 5% d'eau stockée dans le sol, donc on augmente l'efficacité de rétention en eau, et c'est 7 à 10 jours de gagné dans le cas d'une sécheresse. On a également l'efficacité sur le matériel d'irrigation. On parle souvent du goutte à goutte, de matériel enterré, les réserves de substitution. Là, on parle de l'efficacité de l'utilisation. On a aussi le numérique qui peut être intéressant sur l'efficacité de mieux gérer la ressource avec les outils numériques qui nous permettent de dire quelle quantité d'eau il faut pour un champ de maïs, à quel jour, vraiment la quantité optimale. Ce qu'on oublie très souvent dans l'adaptation au changement climatique, c'est le côté sobriété. Et là, le côté sobriété, c'est pas forcément détruire l'agriculture et ne rien faire. C'est pas du tout, vous me connaissez, c'est pas du tout ce que je propose. C'est plus un changement systémique, comme par exemple l'exploration de nouvelles filières qui n'ont pas l'habitude d'être dans cette région. Avec l'évolution des climats, on a un climat aquitain qui va se présenter dans la Marne d'ici 2070. Donc, on pourra éventuellement développer la vigne, on pourra développer aussi les fruits et légumes. Je tiens à préciser que l'Espagne est en désertification. Donc, on a des prospections économiques intéressantes de reprendre les filières espagnoles pour les produire en France. Tandis que certaines filières vont peu à peu disparaître de France. Je pense aux pois protéagineux très sensibles à la sécheresse et aux canicules. Mais on pourra remplacer ça par d'autres cultures, le colza, le tournesol, qui sont des cultures qu'on a déjà en France. Mais plus au sud, dans la France, on aura la pissache, la grenade, le sorgho très progressivement qui pourrait remplacer le maïs, pas d'un coup, etc., etc. Et je terminerai là-dessus pour laisser place quand même aux discussions, parce que sinon ma voix aussi va s'effacer au fil du temps. Il y a le volet consommation, on pourra en parler aussi dans la table ronde. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire sur les impacts. Alors bien sûr, c'est très incomplet en 20 minutes, et j'espère qu'on pourra décliner tout ça dans la table ronde. Je termine sur cette belle photo que j'ai prise à Cannes le 4 août 2020, qui a été élue plus belle photo du monde en météorologie en 2021. J'en suis très fier, elle est française. Et c'est la fin de la diapositive. Merci. Merci beaucoup, Serge Zaka, merci. Voilà. Est-ce que vous me voyez toujours? D'ailleurs, Serge, si vous pouvez juste nous remettre la diapo qu'on n'a pas vue tout à l'heure, parce que je vous ai squeezé un peu rapidement, qui illustre effectivement la remontée vers notre région du climat aquitain. Et ce sera la première question que je poserai à Christiane Lambert. Une agriculture du sud-ouest qui remonte chez nous, qu'est-ce que ça vous inspire, Christiane Lambert? Qu'est-ce que vous imaginez dans nos champs, dans nos vignes, dans les 15, 20, 30, 40, 50 ans à venir? Voilà, si on peut revoir cette diapo, Serge, avec les températures du climat aquitain qui remonte. Voilà. Et voilà, c'est ça. Ça marche. Donc c'est cette zone orange, voilà le climat aquitain qui remonte petit à petit jusque chez nous. Qu'est-ce que vous imaginez, Christiane Lambert, dans nos champs ici, dans 20, 30, 40 ans? Merci, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Je salue les élus présents, les responsables présents et vous tous agriculteurs. Jusqu'à il y a quelques années, on n'y croyait pas. Bon, je crois que ce qu'il faut dire devant une assemblée d'agriculteurs, quand on est responsable professionnel, c'est la vérité. Et la vérité est basée sur des chiffres, la vérité est étayée par des scientifiques tels que vous êtes, monsieur, tel qu'est Serge Zaka, qui sillonne la France en ce moment pour justement présenter ces données-là. La phrase du ministre de l'Agriculture en ce moment, c'est de dire on aura en 2050 le climat de Toulouse à Rennes. Bon, c'est plus proche de moi, Toulouse, Rennes, etc. Effectivement, imaginer des pistaches, des cactus dans la Marne, ça fait tout drôle. Mais quand on revoit les cartes de Serge Zaka, je crois qu'il faut tout faire pour éviter que ça réchauffe plus. Et ça nous concerne tous. Alors c'est vrai que quand on voit que votre monsieur, en 1988, alertait, plus proche de nous, il y a eu quand même des alertes assez fréquentes. Mais en France, au lieu de regarder scientifiquement les choses, la partie a été plutôt de chercher qui étaient les coupables et sur qui il fallait taper. Et ça, c'est un peu un mal français. Moi, je suis persuadée que les scientifiques qui nous parlent aujourd'hui, vous voyez, j'étais la semaine dernière à l'AG d'Eliance, la structure de conseil en élevage, et c'est notre ami qui a été cité tout à l'heure, pas Jacopovic, mais Jean Covici, Jean-Marc Jancovici. Voilà,
Je suis marquée par les pays de l'Est maintenant. Jean Covici, qui intervenait et qui présentait les données, alors en étant un peu décapant et dérangeant. Non, devant un public d'agriculteurs, alors c'est de l'inquiétude. 2, c'est une vraie nécessité de dire que chacun de nous doit se mettre au travail. Alors nous individuellement, mais nous collectivement. C'est-à-dire que quand la FNSEA a écrit le rapport qui est ici devant moi et qu'on a dit faire du changement climatique une opportunité pour l'agriculture, on a commencé en 2018, on l'a publié en 2019. Donc professionnellement, on n'est pas à la traîne. Les chambres d'agriculture ont fait, suite au Varenne agricole de l'eau, de l'adaptation au changement climatique, des diagnostics par région. Et évidemment, les solutions à Reims ne seront pas les mêmes que celles du Maine-et-Loire, mais on a du mal à l'imaginer. Mais qui aurait imaginé, parmi les plus anciens d'entre vous, qu'on aurait des températures comme celles que nous connaissons aujourd'hui? Personne. Donc je crois qu'il faut croire les scientifiques. Et plutôt que de chercher la faute à qui, très vite demander aux instituts de recherche de nous trouver des solutions. Et il y en a. Serge Zaka en a affiché quelques-unes. Alors c'est vrai en végétal, c'est aussi vrai en production animale. Nous sommes producteurs de porc. On voit bien aussi que l'élévation des températures dans les bâtiments d'élevage pose un certain nombre de problèmes. Ça veut dire que chaque fois qu'on prend une décision d'exploitation, soit en s'installant, soit en modernisant, soit chaque année en définissant son itinéraire culturel, il faut tenir compte de ça. Alors, je te vois, toi, l'éleveur de vaches, là, de viande bovine, tu as vu moins 21 sur les prairies, non, moins 30% sur les prairies, plus 21 sur le colza. Il ne faut pas pour autant rayer toutes les prairies, puits de carbone, et ne faire que des cultures. Donc la partie est difficile, mais elle n'est pas impossible. Moi, je suis une affreuse réaliste et pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui cherchent des coupables, moi je cherche des solutions. Ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça veut dire aussi, puisque voilà, cette évolution est en route et qu'on ne peut pas stopper les choses, on peut essayer d'en limiter les effets, mais pas stopper, ça veut dire qu'il va falloir installer de nouvelles filières aussi, Christiane Lambert. Alors, et une filière, c'est 15 ans de travail pour l'installer. Oui, mais alors vous avez raison, mais je pense que d'abord en amont, et là on est devant une fédération et avec des responsables départementaux, régionaux, nationaux, des gens qui sont dans le syndicalisme, des gens qui sont dans les structures de conseil, dans l'économique, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur l'objectif. Et un objectif réaliste, ce qui manque très souvent. Je le vois au niveau européen, quand on voit les objectifs du Green Deal, pour démoraliser les gens, il n'y a pas mieux. Donc il faut fixer des objectifs qui soient réalistes. Moi, j'ai fixé 5 conditions que je voudrais énoncer, si vous me le permettez. 1, il faut un objectif réaliste et compréhensible par ceux qui vont devoir le mettre en œuvre. C'est-à-dire, ce n'est pas les injonctions d'Hugo Clément ou d'Élise Lucet, mais c'est des choses qui sont co-construites entre les responsables et les chercheurs. 2, il faut une stratégie qui soit européenne et commune. Ce n'est pas la France seule. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est minimum Europe parce que les politiques agricoles sont européennes. C'est à cette échelle-là que ça doit se décider. Et je peux vous dire qu'on a passé une partie difficile il y a 15 jours parce qu'on n'avait pas la même vision sur le carbon farming au sein de l'Union européenne. J'ai réussi à emporter la décision vers la France, mais ils voulaient reconnaître le carbone stocké, mais pas le carbone réduit, ce qui est un comble parce que nous réduisons. Et si cette réduction, on arrive à la monnayer, eh bien, ça nous paye nos transitions. On a réussi à emporter la partie, maintenant il faut aller au bout, il faut que la Commission le retienne aussi. Ça, c'est la position COPA-COGECA. Donc, il faut une stratégie européenne commune et des plans d'action cohérents. 3e point, il faut que cette conviction soit partagée. Et je vis mal en ce moment le clivage jeunes et boomers. Vous savez, les jeunes... mordus pour le climat et qui manifestent parfois violemment et qui nous disent, vous les vieux de 60 ans, vous n'avez rien compris, vous avez tout cassé, nanani, les boomers, etc. Mettez-vous au boulot, les jeunes aussi. Et au lieu de dire, nous ne sommes pas concernés, on a besoin que ces jeunes-là s'impliquent. Et il y a plein d'endroits où ils peuvent s'impliquer. Moi, j'ai une fille qui est ingénieure agronome, elle est bâtisseur, elle n'est pas déserteur. Il y en a plein comme elle. Et c'est aussi cesser de dire coupable toi et moi, zéro responsabilité. Donc en agriculture, oui, c'est vrai, on est 2e secteur émetteur. Alors à égalité à 3. Hein. Donc on a souvent cité en 2 parce que A, c'est la première lettre de l'alphabet, mais enfin quand même, on est 3 à 18. Hein. Donc, les autres sont à 18 comme nous. Et c'est plus facile de faire évoluer l'industrie parce que vous résolvez le problème dans 5 grandes industries. Vous réglez plus le problème qu'avec 400 000 exploitations agricoles qu'il faut entraîner, emmener, etc. Donc, une conviction, une stratégie commune, par exemple, une conviction partagée, c'est-à-dire un langage commun, et que chacun ici se dise « je peux faire quelque chose, je suis acteur, et moi, dans mon coin, je peux faire quelque chose », au lieu de dire « arrêtez de nous dire qu'il faut prendre une douche au lieu d'un bain ». Ben si, tout compte. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut un contexte économique et technique favorable. Ça n'a pas toujours été le cas. Ce qu'a dit bien Jean Covici la semaine dernière, c'est qu'on ne peut pas demander au secteur agricole de faire des efforts dans le domaine s'il reste pauvre.
C'est-à-dire que quand on a les moyens d'investir, de moderniser, d'innover, on peut faire des choses. Si on n'a pas les moyens et qu'on a des revenus qui ne sont pas bons, alors en clin d'œil aussi, et toujours principe de réalité, les revenus sont meilleurs l'année dernière, on est d'accord, hein, en grande culture, en lait, en viande, en porc, en vigne, je ne sais pas, parce que c'est toujours des années généreuses, c'est jamais des bonnes années, donc je n'ai pas compris comment on parle en viticulture. Donc on a un contexte économique qui est plus facile. En plus, on sait être très bien conseillé par nos centres de gestion qui nous disent comment défiscaliser. Donc, pas la peine d'acheter le tracteur dernier cri. Il vaut mieux acheter d'autres équipements qui permettent, qui s'amortissent aussi, mais qui ont un avantage technique, technologique qui nous permet d'être plus efficients, plus performants et plus sobres, pour reprendre le mot. Et puis le dernier point, c'est le contexte sociétal et le soutien sociétal. Voilà, c'est-à-dire sortir de c'est ta faute à toi, etc. Tout ce qu'on entend à propos de l'agriculture qui est très négatif. Donc ça suppose du dialogue. J'ai beaucoup apprécié votre introduction et la façon dont vous avez abordé les choses. Et vous êtes quelqu'un qui peut nous aider aussi, parce que pour que le dialogue marche, c'est très important aussi que ce soit des émetteurs audibles. Il faut du dialogue, il faut être proactif, il faut se parler plus de tout ce qu'on fait, parce que l'agriculture a beaucoup plus de solutions que d'autres secteurs. Ici, ça capte rien, mais dans le champ de blé qui est derrière, ça capte. Dans un champ de maïs, ça capte 2 fois plus que dans une forêt. La forêt capte de moins en moins parce que la forêt française n'est pas entretenue. Je peux vous dire que les textes européens voudraient encore que la forêt soit moins entretenue, donc elle capterait moins, alors que nous, on sème chaque année, on récolte chaque année, et la biomasse agricole, c'est un puits de carbone extraordinaire. Donc on a plus de solutions que bien d'autres secteurs. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste, mais il faut qu'on s'y mette tous et que dans nos têtes à tous, on se dise c'est une partie qu'on doit jouer et c'est une opportunité pour l'agriculture. Alors, ces solutions... Venons-en aux solutions, adapter l'agriculture. Et Serge Zaka terminait par ce point, c'est aussi donc économiser l'eau, qui sera plus rare et sur des périodes plus longues. Il faut donc imaginer un stockage, un usage moins dispendieux et un stockage plus efficace. Hervé, Christiane. Quel débat polémique sur l'eau en France. Quel débat polémique sur l'eau en France. On est mal parti. Non seulement ils ont tout cassé, ils ont détruit, ils ont eu une certaine complaisance de certains médias, ils ont cassé des forces de l'ordre, etc. Et ils continuent et ils ont parfois le soutien de certains scientifiques. Donc moi, ça me désole qu'on ait ce débat-là dans notre pays. Je peux vous dire que quand je vais à Bruxelles, on me dit « mais qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui se passe sur l'eau, sur les retraites, sur tout ? Vous cassez tout, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous les Français ?» Voilà. Et à côté de ça, on recule pour l'industrie, on recule, on a reculé sur le nucléaire, etc. Bref. Donc nous, force responsable, ayant un discours responsable. Alors, sur l'eau, il ne peut pas y avoir un discours national. La difficulté dans notre pays, c'est que les télés invitent... le débat se fait dans les télés, les médias, les activistes l'ont compris. Pétitions, violences, manifestations, alliances douteuses. Il faut qu'on arrive à réinstaurer un débat territorial. Les chambres d'agriculture ont fait, suite au Varin, des diagnostics territoriaux très bien faits, qui montrent aussi qu'on ne le gérera pas de la même façon. Hier, je revenais de Saint-Malo, mais tôt, pas comme les jeunes agriculteurs, et je suis tombée sur le quai de la gare avec Madame Aziza, qui est une météorologue que vous connaissez certainement, alors qu'elle a un parti pris très dur, hein, anti-bassine. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'à Sainte-Soline, et dans ce territoire-là, il y avait une réalité pédologique, topographique, hydrologique, qui justifiait qu'on puisse faire des bassines à cet endroit-là. Ce n'est pas le cas chez moi, ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas les mêmes. Mais voilà, à force de vouloir avoir un débat national, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, le débat a été tronqué sur ce sujet-là. Et malheureusement, sur le débat de la communication, en parlant de méga-bassines, comme ils ont parlé de ferme-usine, ils ont réussi à diaboliser le sujet et on a du mal à amener de la rationalité. Or, il le faut. Donc c'est pour ça qu'on puisse en parler ici posément, c'est une bonne chose. La configuration en Deux-Sèvres qui a permis d'avoir des autorisations préfectorales pour faire des réserves d'eau hivernales, c'est comme ça que ça s'appelle, avec une autorisation de pompage dans les nappes délivrée par la préfète de région quand les nappes sont suffisamment remplies, parce que le sous-sol est fait de telle et telle façon, pas comme ici, pas comme chez moi, mais étudié et validé par les hydrogéologues et tous les experts, validé même par Delphine Bateau en son temps, et France Nature Environnement en son temps, font que c'était la solution là-bas. Bien sûr, ce qu'il faut dire en tant qu'agriculteur, c'est qu'il faudra partager l'eau. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a d'autres usages, mais ça, on sait faire. Les PTGE, les projets territoriaux de gestion de l'eau,
Ce sont des débats qui sont animés le plus souvent par les chambres d'agriculture, les agences, il y a des autorisations préfectorales, mais nous sommes d'accord avec ça. C'est-à-dire que dire qu'il faut l'eau pour les milieux, parce qu'il faut préserver les milieux, c'est la biodiversité, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un biotope et des possibilités de rester producteurs là où nous sommes. De l'eau économique, et ce n'est pas un gros mot, parler d'eau économique, pour refroidir les centrales nucléaires, pour l'industrie, grosses utilisatrices, pour l'agriculture. Même nos industries betteravières, laitières, sont des grosses utilisatrices d'énergie et d'eau. Et on ne peut pas vendre la betterave telle que sur la table du petit déjeuner. Donc ça veut dire que c'est de l'eau indispensable, cette eau-là aussi. Et donc il faut l'expliquer avec pédagogie. Et puis c'est bien sûr l'eau ensuite pour les autres usages, le loisir, la sécurité, l'eau pour les pompiers, etc. etc. Tout ça, c'est débattu en région. Et c'est pour ça que le soutien sociétal dont je parlais, certainement qu'il faudra davantage l'aborder en local, mais il n'y aura pas d'agriculture sans eau. Tout le monde le dit. Quand même, un point positif, c'est la première fois qu'on a un ministre de l'écologie, enfin de la transition écologique et solidaire, qui n'est pas d'un parti écologiste. C'est la première fois. Ça fait drôle, hein, ça fait du bien. Il a quelques expressions sur l'irrigation qui sont plutôt constructives et positives. Je ne dis pas ça que parce qu'il est ancien maire d'Angers, mais quand même, on l'a bien formé. Et sur ce point, et dans mon département du Maine-et-Loire, on a 31% d'irrigants. Pourquoi ? Parce qu'on a horticulture, pépinière, maraîchage, semences, viti, etc. Toutes ces productions qui, pas d'eau, pas de contrat. Et les acteurs économiques et les agriculteurs qui ont des contrats ici le savent, pas d'eau, pas de contrat. Donc l'eau, c'est un intrant sine qua non pour certains types de production. Et si on vient à faire moins de production en France, on importe plus, on importe du carbone. Donc c'est bien parce qu'on réduit le bilan carbone de la France, mais on augmente nos importations. C'est quand même un peu hypocrite d'aller le faire ailleurs et de dire « Ah, mais nous, on est clean ». Ça c'est pas une approche globale nécessaire. Sur l'eau, Serge Zaka, vous voulez ajouter un mot ? Alors, moi, mon rôle n'est pas de savoir s'il faut une méga bassine, une réserve de substitution ou d'autres trucs. Mon rôle est de voir ce qui se passe derrière aussi. Ça, c'est le rôle des hydrogéologues, d'accepter ou non sur un territoire. Il ne faut pas oublier que la méga bassine est... alors je dis réserve de substitution. Il ne faut pas employer ce mot-là, Serge. Je dis réserve de substitution. S'il te plaît. Surtout que tu es en Vendée cet après-midi, tu n'as pas intérêt à le dire. Hein. Je sais très bien. Alors, les réserves de substitution, il faut savoir que c'est aussi une pièce de puzzle qui est nécessaire, mais qu'il y a aussi énormément d'autres pièces de puzzle qu'on peut explorer en parallèle de la réserve de substitution. La génétique, l'agriculture de conservation des sols, les nouvelles filières, le numérique, etc., etc. Et il faut voir vraiment, il faut arrêter ce débat binaire, oui ou non, il faut une réserve de substitution. Il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion et l'intégrer, la réserve de substitution, dans une démarche globale d'adaptation au changement climatique. C'est ce que, en tout cas, moi, j'essaye d'apporter dans mes interventions médiatiques. Et la démarche globale, c'est effectivement le travail des sols, c'est le travail sur les intrants, c'est réussir à garder l'eau plus longtemps sur les périodes de sécheresse, c'est remplacer les produits phyto par des plantes à service environnemental, etc. C'est ça la globalité de la solution. Serge a 1000 fois raison, on n'a que 5% de terres irriguées. Donc on est un pays d'agriculture pluviale. Il y a plus d'agriculteurs qui n'irriguent pas que d'agriculteurs qui irriguent. Nous ne sommes pas irrigants et nous sommes producteurs de porcs et production de l'alimentation pour les porcs. Et vous me posez la question sur l'eau, je vous réponds sur l'eau, mais il y a dans notre mallette énormément de sujets pour être résilient sans recours à l'irrigation. Je pense qu'Hervé va le développer. En tout cas, à la FNSE, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est le titre 2 du Varenne de l'eau qu'a porté Anne-Claire Vial, la présidente de l'ACTA, qui est une ingénieure brillante. Et on a plein de solutions autres qu'on peut chacun d'entre nous, non-irrigants, mettre en œuvre. Merci Serge de le rappeler. Hervé, sur les solutions complémentaires à l'irrigation ? Moi, c'est ramener aussi quelques chiffres, mais pour Serge aussi, mais on avait échangé, le département de la Marne, en fait, est très peu irrigant. On a toujours fait le choix d'irriguer les cultures légumières. C'est 3% de la sol agricole du département qui est irriguée. Et on en fait tout un totem pour caser l'agriculture sur les gros consommateurs d'eau. Donc je pense que notre industrie agroalimentaire, elle est en train de réfléchir aussi à l'économie circulaire pour, à partir de l'eau. Je crois qu'il y a des réflexions. Et moi, j'interviendrai plutôt sur le sujet qui est clivant des fois dans la profession agricole. Serge nous parle de l'agriculture de conservation, on parle de l'agriculture biologique, on parle de l'agriculture régénératrice. Enfin, je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'on sorte de toutes ces idéologies et que le principal capital pour nous, les agriculteurs, c'est le sol.
Je pense qu'on devrait parler, on était hier en Grand Bassin parisien, moi j'en suis complètement convaincu, c'est le sol en fait qui est notre support de production aujourd'hui, et qu'on arrête de cliver les agriculteurs dans des modes de production, dans des choses. S'il y en a qui sont partis en agriculture conservation, très bien, et si ça peut capter l'eau et puis amener plus d'humidité dans les sols. Mais il y a aussi chez nous, on le sait très bien que sur le sol champenois, une charrue tous les 4-5 ans, c'est aussi très efficace sur la réduction des produits de santé végétale, sur les herbicides. Enfin, j'ai l'impression que... Enfin, moi, j'espère qu'on va en sortir. Mais on est tous en train de se caser dans des cases où, en fait, on est en train de s'enfermer idéologiquement et que l'ambition de l'agriculture, c'est bien une ambition globale. Et je rappellerai ce qu'a dit Thomas Lovo et Serge Jacos. Je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la biomasse produite, c'est la photosynthèse, c'est la capacité à piéger les gaz à effet de serre et stocker le carbone dans le sol à partir de l'aspect de production. Et quand on parle que la forêt aujourd'hui, c'est plus le puits de carbone que c'était, eh ben, il faut qu'on fasse attention à ce que l'agriculture ne devienne plus le puits de carbone qu'elle était, identique à la forêt. Enfin, quand on nous emmène effectivement sur les objectifs du Green Deal, du Pacte vert, sur une forme de trajectoire, certes de réduction des produits de santé végétale et d'engrais qu'on peut nous accepter, mais en fait, c'est le temps qu'il nous faut pour nous adapter. Mais je pense que le principal capital aujourd'hui, c'est de produire de la biomasse sur chaque mètre carré agricole. Et quand l'Union européenne nous dit dans sa future réglementation qu'on va encore vous imposer 3-4% de surface non productive, c'est ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, c'est le retour de la jachère. Enfin, en tant qu'agriculteur, on ne peut pas accepter ce genre de démarche, tout en sachant que... Tout en sachant, enfin, et qu'on reprendra les mêmes objectifs à la limite. La profession agricole, elle est capable de se prendre en main. En 1992, je rappelle simplement qu'on nous avait promis 10 à 15% de jachère. Et ben en fait, on s'est pris en main et la profession agricole a proposé à l'État de mettre en place 2 filières à partir du diester et de la betterave éthanol pour créer des énergies renouvelables et qu'on soit au moins indépendant. On était déjà dans l'objectif de décarbonation. On n'en parlait pas à tour de bras comme on nous en parle aujourd'hui. Mais la profession agricole, elle s'est prise en main pour créer une alternative au tout fossile. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est que développer les biocarburants d'origine agricole qui ont un impact environnemental plus important et mieux noté que le pétrole. Et il faut qu'on déplafonne les 7,5% qu'on a aujourd'hui sur les directives incorporation d'éthanol. Alors nous promet tout électrique. Mais honnêtement, il faut qu'on arrête de faire croire non plus aux citoyens français et européens qu'on va faire du tout électrique. Et nous, les agriculteurs, si on nous met du tracteur électrique chez nous, avec les travaux qu'on a à faire, je peux vous assurer qu'au bout de 2 heures, vous serez rentré pour déjeuner, pour faire tout ce que vous voulez, mais vous ne serez pas très efficace au travail. Donc le moteur thermique, il a encore une certaine existence chez nous. Donc voilà, c'est ce que disait Christiane. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait des politiques un peu qui soient en capacité, nous, à garder l'aspect productif. Et je dirais simplement, c'est que, comme disait Thomas Lovo, il l'a très bien expliqué, il ne faut pas fustiger la Chine, peut-être l'Inde, des pays où, en fait, nous, politiquement, on a fait le choix de délocaliser une partie de notre industrie. Aujourd'hui, on a tous des vêtements. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous made in France. Hein. Mais c'est beaucoup made in China. Et en fait, ça a été un choix politique, à un moment donné, de se dire, cette industrie-là, on va la déléguer à certains qui ont des coûts de main-d'œuvre beaucoup moins élevés que les nôtres, et on ira acheter chez eux. Et aujourd'hui, on les montre du doigt parce qu'ils polluent un peu plus que nous. Mais si on fait pareil avec l'agriculture, demain, on sera complètement dépendant des produits agricoles qui seront importés. Et je crois que le risque, il est quand même là. Et donc, voilà, il y a tout l'enjeu du COPA, ce qui est travaillé en Europe. Et on en viendra à ce que dit une responsable politique qu'on achètera on vendra des produits chinois à des chômeurs français. Voilà. Bon, bref. Alors parlons des solutions de diversification, notamment. Vous évoquez le bioéthanol, Hervé, la méthanisation, l'agrivoltaïsme, qui sont à la fois des solutions de production d'énergie décarbonée, mais aussi des solutions de diversification de revenus pour la profession. Les solutions de revenus, je pense qu'il y a des rapports qui sont en train de sortir, notamment du CGER en ce moment, qui disent que le revenu agricole demain sera composé de 20 à 30% de ressources qui viennent de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il y aura tous les sujets alimentaires, notre capacité à produire les biens alimentaires, mais notre capacité aussi à participer à l'autonomie énergétique. Et donc, nous, on l'a déjà bien compris par rapport aux filières que je vous ai déjà expliquées, mais le photovoltaïque sur les bâtiments, ça reste notre priorité pour le développer. L'agrivoltaïsme, ça mène beaucoup de débats encore dans les territoires, mais je pense qu'il ne faut pas se fermer à toutes les innovations qui peuvent nous permettre de produire et du bien alimentaire et de l'énergie.
tout en conservant une mission alimentaire sur nos sols agricoles. Et donc, il faut qu'on soit particulièrement vigilant, c'est sûr, sur les projets qui vont nous être amenés. On en a beaucoup dans les chambres d'agriculture en ce moment, et je regarde Hervé, mon collègue, avec des projets plus ou moins alibis où l'aspect alimentaire, il est un peu farfelu. Mais je pense qu'il faut faire confiance, en fait, aux hommes dans leur capacité à s'adapter et faire confiance à l'agriculture pour pouvoir innover, progresser et pour répondre aux objectifs alimentaires, non alimentaires. Moi, je me souviens très bien des débats quand on a créé les filières biocarburants. Enfin, vous allez affamer le monde avec ça. Aujourd'hui, c'est 1% de la surface agricole. Et en plus, on participe à l'autonomie à partir des coproduits, que ce soit les tourteaux, les drèches. Enfin, on alimente aussi nos animaux avec ces coproduits-là. Donc, on est vraiment dans une économie circulaire. Et c'est ce que disait Thomas Louveau tout à l'heure. Enfin, il est hors de question de supprimer un outil industriel chez nous pour le délocaliser dans une région où on va acheter un droit à polluer, alors que nous, on va supprimer le droit à produire de manière plutôt propre, avec les évolutions qui sont faites de la ferme jusqu'au produit final consommé par les consommateurs. Donc il faut qu'on retrouve cette économie circulaire, cette autonomie sur nos fermes, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Et moi, je suis persuadé que dans nos fermes, il faut qu'on réfléchisse aussi à l'autonomie énergétique, parce que c'est des coûts qui vont aussi exploser. Et il faut qu'on soit un peu moins dépendant de l'extérieur et qu'on puisse produire notre propre énergie. Et demain, j'imagine peut-être nos tracteurs rouler avec les biocarburants qu'on aura produits sur nos fermes. Et je pense qu'on a un vrai sujet là. Christiane, et puis après, on va redonner la parole à Serge aussi. Non, mais l'agriculture, les agriculteurs ont toujours su s'adapter aux différents contextes. On peut faire référence aux années 60-62 avec les lois d'orientation, les lois complémentaires, avec une ambition politique de Gaulle, Pisani, de dire on ne veut pas importer, on veut produire en Europe. Il y a eu d'autres évolutions ensuite. Il faut reconnaître que depuis 2 ans, 3 ans, on a une accélération des réflexions et une accumulation de phénomènes qui poussent à envisager les choses autrement. Alors, il y en a plein qui ont parlé de l'ancien monde et du nouveau monde, mais Covid, le monde se met à l'arrêt. Plus un avion ne vole, personne dans les rues. Évidemment, on améliore le bilan carbone, mais plus rien ne fonctionne. On ne peut pas vivre comme ça, tout le monde aspire à voyager. Je veux dire que moi qui prends souvent le train, en ce moment c'est galère, ils sont tous pleins. N'est-ce pas? Même celui pourrait partir ce soir. Mais c'est parce que les gens prennent moins l'avion. Les avions sont pleins. Les compagnies aériennes cartonnent. Donc on est revenu au monde d'avant. La guerre en Ukraine a mis en avant que Vladimir Poutine avait fait de l'arme alimentaire et de l'arme énergétique son instrument de domination du monde. Il tient au bout de l'épée les pays qui ont besoin du blé, les pays qui ont besoin du gaz. Et regardez comment les pays, même certains très développés au nord, font allégeance à Poutine ou ne sont pas très courageux vis-à-vis de certaines positions. Et nous, agriculteurs, nous sommes au centre de ce jeu-là. Mais le changement climatique, a très bien explicité Serge et dont vous avez montré les effets, pose aussi une complexité supplémentaire à l'équation. Ce qui fait que tous les secteurs économiques aujourd'hui sont devant l'obligation de se réinventer. Et au lieu de passer son temps à bavarder comme certains le font sur les plateaux télé sur on aurait dû, nous sommes en capacité de dire il y a telle et telle opportunité et l'agriculture apporte des solutions dans tel et tel domaine. Par contre, c'est certain qu'on ne peut plus envisager son installation ou la modernisation de son exploitation de la même façon. Et dans le projet de loi, dans le pacte d'orientation agricole et dans le projet de loi d'orientation agricole, et je regarde Olivier Debourg parce qu'on en a parlé au CAF souvent et et vous en parlez encore aujourd'hui, le fait de dire aux jeunes agriculteurs au moment de l'installation, faites un diagnostic climat à 360 degrés de votre exploitation, c'est leur poser la question que vous m'avez posée. Dans 10 ans, dans la Marne, vous cultivez quoi ? Dans 10 ans, votre bâtiment d'élevage, pas isolé, pas ci, pas ça, est-ce qu'il y a encore la bonne solution? À cela s'ajoute le bien-être et autres exigences incontournables aujourd'hui. Et face à tout cela, bien sûr, individuellement, ça fait beaucoup à la fois. Puis il y a l'enjeu démographique aussi. On a un changement de génération important avec 30 à 40% des agriculteurs qui vont quitter dans les 10 ans. Ça veut dire que les nouveaux qui arrivent doivent poser leurs projets dans ce nouveau contexte. Il ne faut pas se cacher. Et plutôt que de dire protégeons-nous, reculons l'échéance, il vaut mieux se dire diagnostic à 360 degrés tout de suite et on prend les bonnes décisions, y compris d'investissement. Moi, je suis persuadée que la prise de conscience, elle est large aujourd'hui. Vous savez, dans le cadre de la planification écologique dont est chargé Matignon et son secrétaire général Antoine Pellion, toutes ces cartes dans son bureau, étalées par terre en grand, c'est de quelle biomasse disposons-nous et qu'est-ce qu'on en fait. Et la biomasse, c'est nous. La biomasse, c'est nous. Et demain, on a une capacité à dire, on l'oriente vers tel ou tel, l'alimentation bien sûr, parce qu'on est attendu sur l'alimentation, oui,
3 fois, oui, mais on est aussi attendu sur l'énergie. Et cette semaine, à Bruxelles, il s'est pris une décision assez incroyable. Au regard du besoin d'énergie renouvelable pour ne pas être dépendant de Poutine, il y a une simplification d'un certain nombre de démarches, notamment pour l'utilisation du foncier, pour faire plus d'énergie renouvelable. J'ai envoyé un SMS au ministre, et je l'ai vu hier à Saint-Malo, en lui disant quand est-ce que pour l'agriculture, vous dites aussi spécificité agricole, production de l'alimentation, souveraineté alimentaire, libérer certaines énergies, simplifier, vous en parlez depuis des années, pour qu'on puisse avoir moins de contraintes de non-production. Quand on voit que les poulaillers importants dans le Bourgogne-Franche-Comté sont aussi appelés méga poulaillers et trucidés dans les médias, la France se tire des balles dans le pied. On a augmenté de 144% nos importations de volailles depuis l'influenza. Si on ne construit pas des bâtiments en France alors que la demande en volaille et la consommation de viande de volaille augmente, on importe du carbone ailleurs, en Ukraine, en Pologne, sur des poulets pas bien-être, mais qui ont la seule qualité d'être pas chers. Franchement, la nécessité de cohérence politique, elle est pleine et entière. Et il faut le rappeler à Paris, il faut le rappeler à Bruxelles, et il faut le rappeler aussi à l'OMC. Alors, un mot de Serge Zaka, et puis on reviendra après sur le modèle agricole qui doit évoluer, et parce que l'heure tourne, il est 12h20, on s'est donné pour objectif de terminer cette table ronde à 12h45, et en ayant eu des questions de la salle. Donc on va mettre le turbo. Serge Zaka. C'était quoi déjà la question? Parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis que j'ai oublié la question. Redites-la moi clairement, que je réponde clairement comme ça. Je ne sais plus du coup, parce qu'effectivement, Christiane nous a tenu la parole pendant un petit moment, mais voilà, on reviendra vers vous, Serge. Voilà, on reviendra vers vous dans quelques instants. Alors, l'évolution du modèle agricole, est-ce qu'il faut s'appuyer sur plus d'agronomie? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur plus d'agronomie? Et je pense bien sûr aux couverts végétaux, au travail plus superficiel des sols, à la conservation des sols, etc. Est-ce que ça, c'est l'évolution du modèle tel qu'elle doit se mettre en œuvre? Hervé. Enfin bon, la question, elle est un peu grattante, enfin, en tant que agriculteur, président de la FDSEA, mais enfin, quand je vois ce qu'on fait sur nos fermes, alors on est dans un département certes atypique, on a beaucoup de chance en fait d'être dans ce département au niveau agricole, avec une diversité de nos cultures qui est liée à la diversification de nos filières, à la production sur place, à la transformation. Enfin, on a la capacité de produire beaucoup de cultures différentes sur nos fermes, culture de printemps, culture d'été, culture d'hiver. On voit bien que les cultures de printemps sont un peu plus en difficulté aujourd'hui avec l'adaptation au changement climatique, que c'est une vraie question autour des cultures de printemps. Serge l'a bien dit, le blé d'hiver, le colza, même s'il y a des aléas, il est plus résistant et on le voit bien sur nos fermes. On aimerait bien faire plus de protéagineux, mais aujourd'hui, faire des pois, c'est devenu très compliqué, c'est très aléatoire, avec des rendements parfois catastrophiques. Et c'est pas l'avenir, hein, disait Serge. Et c'est pas fini, et je pense que on manque un peu de recherche, d'innovation en termes de progrès génétique sur cette culture-là. Je pense que voilà, l'aspect génétique est aussi important. Et puis après, sur notre capacité à couvrir les sols, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet là, mais ça fait longtemps que ce soit au syndicalisme ou aux chambres d'agriculture, alors même si de temps en temps on mène des combats syndicaux, qu'on me dira peut-être d'arrière-garde quand on nous demande de ne pas implanter les cultures intermédiaires parce qu'il fait très sec. Moi, je pense que ce qu'on nous demande, c'est de laisser les agriculteurs un peu libres par rapport à une adaptation au changement climatique et qu'ils ne soient pas dans des contraintes réglementaires avec des dates à respecter et qu'on soit vraiment en lien avec le climat. C'est-à-dire que s'il ne pleut pas du 1er juillet au 31 août, aller gratter les sols et faire beaucoup de poussière, on préfère le faire quand les conditions sont bonnes et semer notre culture intermédiaire un peu plus tard et qu'elle sera très efficace. Et Serge l'a très bien dit, c'est que le climat est en train de se bouger au printemps et à l'hiver. Et une culture intermédiaire qui est implantée peut-être un peu plus tard, mais qui va rester tout l'hiver implantée, elle sera certainement aussi efficace sur les sujets climat, carbone, directives nitrates. Et donc nous, ce qu'on a en fait, c'est qu'on a des directives par silo. Et on aimerait bien avoir une vision globale de nos exploitations agricoles. Je pense que c'est ça qui manque. Et quand on se bat syndicalement sur des sujets, c'est parce qu'il y a une incompréhension parfois administrative où on veut régler un sujet phyto, on veut régler un sujet nitrate, on veut un sujet carbone. Enfin, en fait, nous, on en a ras-le-bol de tout ça. C'est la vision globale de nos exploitations qui nous intéresse et comment on les pilote et comment on les gère. Donc, et après, sur les couvertures des sols, enfin, moi je suis plutôt un adepte de la couverture des sols, de ne pas laisser des sols nus, et je pense que chez nous c'est plutôt bien compris. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait dans notre département ces 20 dernières années. Avec la Chambre d'agriculture, on a mené des expérimentations assez fortes. Donc mais à un moment donné,
Moi, je pense que c'est le projet qu'il faut qu'on retrouve et qu'on refasse confiance à la profession agricole pour répondre à ces enjeux-là. Nous, on aura toujours une mission, c'est d'apporter les biens alimentaires et de répondre à une attente sociétale. Alors, pas les Khmers verts et puis tous les ayatollahs qu'on peut avoir autour de nous, mais globalement, à 90 ou 95% des gens qui entourent l'agriculture, qui font confiance à ce métier-là et qui se disent que l'agriculture, c'est encore une forme de solution sur les enjeux alimentaires, climat, énergie, biodiversité. Et donc, c'est redonner confiance et de redonner une ligne de conduite à moyen et long terme. Et je le dirai dans mon rapport moral tout à l'heure. Mais globalement, avec tous les politiques qu'on partage ces enjeux-là, moi, je pense qu'on manque de vision à moyen terme concernant l'agriculture. C'est qu'on a des politiques parfois qui se concentrent sur un mandat de 3-5 ans et avec une vision très court-termiste, alors qu'en fait, l'agriculture, elle doit se projeter dans les 20 ou 30 prochaines années. Et ce que nous a expliqué Thomas et Serge, c'est vraiment cette ambition-là. Et il faut vraiment qu'on retrouve une ambition à moyen et long terme, parce que c'est comme ça qu'on installera des jeunes, qu'on redonnera la fierté à nos agriculteurs de répondre à un objectif, pas seulement pour leur ferme, pour leurs revenus, certes, mais aussi un enjeu de société assez fort qui, aujourd'hui, traverse toutes les générations. Et nous, on se positionne vraiment en termes de solutions. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire et à changer de braquet aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure, Christiane, vous l'évoquiez très brièvement, le recours à la technologie, une technologie intelligente et bien choisie. Alors la technologie, c'est la data. Je me tourne vers le scientifique. Mais la technologie, c'est aussi des outils, voilà, c'est des données, mais c'est aussi des outils d'aide à la décision et des investissements bien ciblés. Oui, Serge Zakal a introduit dans son diaporama tout ce qui est robotique, génétique, numérique, pour reprendre le triptyque qui avait été évoqué au moment de France 2030. Alors il y a certains courants de pensée agricoles, certains syndicats qui disent qu'il faut libérer le sol des machines. Vous vous rendez compte le truc? Voilà, ça fait un programme pour certains. J'espère qu'ils ne gagneront pas les élections de chambre avec ça. Pardon, je m'égare. Et évidemment, on ne fera pas les solutions et on ne répondra pas aux enjeux de demain avec les techniques d'avant-hier. Aujourd'hui, on a eu une augmentation et grâce à tout le travail mené dans le contrat de solution, je salue Hervé qui a repris le flambeau sur ce sujet, plus 33% d'agriculteurs qui ont recours aux outils d'aide à la décision dans le domaine des pommes de terre par exemple, une augmentation très importante, les robots désherbeurs qui permettent d'éviter la chimie, parce qu'on a quand même un sujet, si on a eu pendant les dernières années recours autant à la chimie, c'est parce que c'était la chimie facile et pas chère, il faut le dire, tout comme c'était l'énergie fossile et pas chère, et il faut le dire. Et puisqu'il y a quand même des effets négatifs de l'utilisation de ces produits-là, qu'on est challengé, il faut garder la chimie indispensable. Il faut chaque fois qu'on peut trouver des alternatives. Hier, il y avait des témoignages au Congrès des jeunes agriculteurs d'une entreprise qui s'appelle M2I, qui travaille sur les phéromones, les hormones sexuelles qui permettent justement d'éloigner les pucerons grâce aux coccinelles, la possibilité d'enrober ça dans des capsules biodégradables et de traiter ainsi. Donc il y a plein d'innovations techniques, technologiques. Alors il faut 2 ans de recherche et 1 an d'homologation, là où pour une matière active classique, il fallait 5 ans de recherche et 10 ans d'homologation. Donc il faut aussi que l'administration accélère ses procédures de validation, que la recherche ait des moyens pour chercher davantage. Et puis quand même revenir au sol, parce qu'Hervé a 1000 fois raison de le dire. On a tous appris en école d'agriculture que le complexe argilo-humique, ça s'entretenait. Et que moi, j'aime pas parler de sol mort comme certains en parlent, mais il y a des sols plus vivants que d'autres, selon les techniques qu'on adopte dessus. Il y a eu, c'est vrai, le mouvement de l'agriculture de conservation des sols, de semi-direct. On voit souvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux des agriculteurs qui témoignent de ce qu'ils arrivent à obtenir avec ces techniques en termes de résistance à la sécheresse, parce qu'on améliore la capacité de rétention de l'eau. Techniquement, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais là aussi, ça marche peut-être chez moi, ça ne marche pas ici. Ça marche peut-être au nord du département et pas au sud. En agriculture, il n'y a pas de place pour les yakas. Il y a de place pour les akas, mais il n'y a pas de place pour les yakas. Et ben justement, faisons-lui la place. Il voudrait reprendre la parole, Serge, avant qu'il ait oublié quelle était la question. Chambre d'agriculture et structure de conseil, on a besoin aussi peut-être de plus de solutions apportées directement dans les exploitations agricoles. Serge. Oui, alors je vous ai mis le rendement du poids protéagineux et son évolution pendant les interventions, j'ai voulu illustrer parce qu'on parlait du poids protéagineux. Je l'ai enlevé depuis. Je voulais vraiment rebondir sur... Il y a eu une discussion par rapport à la politique. Et là, je vais être un petit peu plus incisif. D'habitude, je suis un petit scientifique qui aime bien donner des données. Là, je vais être un petit peu plus incisif parce que je remarque de plus en plus qu'effectivement,
en agriculture, on n'a pas de cap, on n'a pas de direction par rapport au changement climatique. Et on parle beaucoup de planification, mais une planification pour surmonter le changement climatique, c'est se dire aussi préparer des filières d'avenir, notamment dans le sud de la France, un peu moins de côté de la Marne, mais notamment dans le sud de la France. Par exemple, préparer la filière pistache dans le but d'avoir un AOP ou un IGP d'ici 2040, 2050. Se dire sur le territoire, j'investis massivement dans des structures pour accueillir la transformation, le stockage, la consommation, le marketing, l'administratif, le matériel, la formation. En fait, on a une certaine politique du pansement, je trouve, au niveau agricole depuis quelques années, du moins depuis que je suis suffisamment formé pour comprendre ce qui se passe, où on se dit on va mettre plusieurs enveloppes de plusieurs millions, mais on n'a pas de cap long terme. Et je tiens à le préciser, le changement climatique, c'est une vision long terme. C'est-à-dire, il faut avoir un cap, l'agriculture en 2050, qu'est-ce qu'elle sera sur mon territoire, sur chaque territoire. Et il faut y aller. Il ne faut pas se dire, je vais avoir une nouvelle variété de blé, c'est bon, ça va arranger ma solution pendant un an. Ou je vais faire de la conservation des sols, ça va arranger ma solution pendant 10 ans. Il faut vraiment du long terme. Et la politique actuellement, pour moi, c'est une politique très court-termiste et c'est pas du tout adapté à un changement climatique. Voilà, je voulais vraiment dire ça. J'ai entendu ça tout à l'heure et je voulais vraiment le dire moi-même. Merci beaucoup Serge. Thomas Lovo, un mot, une dernière question et on passe aux questions de la salle après. Ok, c'était juste pour réagir par rapport à ça parce que souvent quand je travaille dans différents domaines, je vais travailler avec les pétroliers par exemple. Pendant longtemps j'ai été en Pennsylvanie avec le gaz de schiste. Première fois que je suis entré dans une salle avec un pétrolier, on a fermé la porte, interdit d'avoir une interview, interdit d'avoir un journaliste dans la salle et on nous a dit il n'y a pas de fuite sur les réseaux. La première fois que j'ai travaillé avec la ville, des grandes villes m'ont dit on a un plan climat en place. Je dis vous avez des chiffres, ils n'en avaient pas. Ils m'ont dit mais on a un objectif. On a mis des capteurs, évidemment on était loin des objectifs qu'ils avaient annoncés, vous imaginez la publicité qu'on leur fait. À chaque fois que je suis rentré dans une salle, c'est très compliqué, parce qu'on sort de 30 ans ou 25 ans de déni climatique, de bataille politique, idéologique, sociale, économique, on peut y aller dans tous les domaines. À chaque fois qu'on rentre dans ce problème, maintenant qu'on a dialogué pendant très longtemps, et maintenant que je pense qu'on a bien vu les effets du changement climatique, parce qu'on les a à nos portes, on parle de 2022, mais ce qui a réellement choqué la plupart des gens autour de moi, c'était bien les feux de forêt l'année dernière. C'est ce qui a réellement alerté l'opinion en disant « la Bretagne brûle ». C'est inimaginable. Dans les années 90, qui pouvait imaginer, ou 80, un feu en Bretagne? Brocéliande brûle. C'est incroyable. On en est arrivé à ce choc psychologique. Les pompiers des Vosges se forment avec les pompiers du sud de la France pour gérer les incendies de forêt dans les Vosges qu'on aura dans quelques années. Peut-être très bientôt. J'ai visité un feu qui est près de chez moi, là où j'ai grandi, dans la vallée de Saint-Dié-des-Vosges, de 7 hectares dans une forêt vosgienne. Je n'avais jamais vu de ma vie. Et quand je vois les forêts mortes sur pied avec le scolyte, je me dis qu'on a beaucoup de départs de feu qui vont arriver dans l'année qui viennent. Tout ça pour dire que dans chaque secteur, on a attendu très longtemps parce qu'on a eu ce débat politique qui a été très long, économique, et qu'on a 25 ans de retard sur la prise de décision. On a les effets maintenant, qui veut dire qu'on est dans un mouvement de panique et on nous demande de faire un changement d'économie et de pratique en 5 ans qui va être 5 fois plus grand que la Deuxième Guerre mondiale. Il faut s'imaginer que le changement des émissions par la Deuxième Guerre mondiale n'est rien par rapport à ce qu'on nous annonce dans les 20 ans qui viennent. La chute de l'URSS, je le montre souvent aux étudiants, les changements des émissions de CO2 dans le XXe siècle. Vous voyez tous les événements. Vous voyez la crise du pétrole en 86, vous voyez la chute de l'URSS, vous voyez tous ces événements-là. Ils sont là. Mais ils sont de loin inférieurs à ce qu'on nous demande de faire là, en 5 ans à 10 ans. Donc, c'est un défi énorme qui est face à nous et qui va nous demander dans tous les secteurs d'avoir cette remise en question de toutes les pratiques. On m'a demandé dans des chaînes, par exemple, où on faisait que de l'optimisation fiscale ou de l'optimisation des coûts, et on m'a dit maintenant on va faire une optimisation carbone parce que ça va nous coûter plus cher. Et là où je voudrais venir à un message qui est très fort, ma première lutte, ne croyez pas que ça soit contre vénalement fliquer, aller trouver qui lâche le carbone, c'est le greenwashing. Notre ennemi aujourd'hui principal, dans tout ce que vous allez lire, mettre en place, discuter avec les industriels, les partenaires dans l'agroalimentaire, les partenaires dans tout ce que vous avez, fournisseurs de matériel, c'est le greenwashing. Les effets d'annonce. Aujourd'hui, on croule sous des effets d'annonce qui sont des faux finances. Ça va tellement loin qu'aujourd'hui, les marchés financiers ont ces investissements verts. Vos banquiers ont sûrement dû venir vous voir en disant « j'ai des investissements verts garantis sur les 20 ans ». Il n'y a aucune preuve derrière ces chiffres que ce sont des investissements verts. Et je vous le dis parce qu'il n'y a pas de standard à l'heure actuelle, il n'y a aucun norme ISO, norme Norma, Union européenne, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, les marchés financiers ont créé des bulles spéculatives gigantesques sur une panique qui vient de le combat contre le changement climatique.
Donc attention non plus à ne pas se jeter dans des choses qui sont des effets d'annonce. Et quand j'en parle de données, ce n'est pas seulement de la donnée pour faire plaisir et pour vérifier. Non, c'est de la donnée pour être sûr que l'argent qu'on est en train de mettre là sur la table, qui va nous coûter très cher parce qu'on va le payer dans les 20 ans qui viennent, il faut être sûr que ça paye pour vraiment les effets escomptés. Sinon, c'est dramatique. Donc au-delà de la donnée, c'est surtout vérifier ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ne pas paniquer. Se dire qu'il faut aller vite sans paniquer. C'est le challenge. Une dernière question, Christiane, réponse rapide, on passe aux questions de la salle après. Tous ces changements qu'on a ébauchés, tous ces changements à venir nécessaires, constituent des prises de risque pour la profession. Comment vos partenaires, banquiers, assureurs, doivent aussi changer, eux, pour mieux vous accompagner dans ces prises de risque? Alors, beaucoup de solutions résident quand même davantage dans l'investissement, dans des changements de pratiques qui certains ne sont pas coûteux, mais quand même des modernisations et des investissements dans des nouveaux outils. Quand on parle d'OAD, de robots, etc., ça a un coût, même quand on veut faire un diagnostic carbone ou autre. Et donc les banquiers sont en train de réfléchir vraiment. Je suis administratrice au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est en train d'étudier la décarbonation dans 5 secteurs, dont l'agriculture. Est-ce que ça veut dire que demain, les financements du Crédit Agricole seront liés ou pas au fait d'apporter des réponses en termes de réduction? Ils ont fait venir Jean-Baptiste Dolé, qui est le pape de la réduction carbone en élevage de bovins, le père de Cap2ER, que beaucoup d'agriculteurs ont fait. Alors j'apporte juste un bémol. Nous, en agriculteur, on va peut-être pas vite, mais on ne fait pas du greenwashing, parce que le label bas carbone, réduction du carbone en bovin Cap2ER, il a été validé par le ministère de l'écologie français, qui n'est pas un des plus tendres. Et à l'époque, c'était une ministresse rigoureuse, c'était Madame Borne. Donc on peut lui faire confiance pour avoir validé quelque chose de sérieux. Idem celui qui concerne les grandes cultures, qui a été validé quelques temps après. On teste chez nous la semaine prochaine celui qui concerne le porc, il arrive. Il va venir en viticulture. Et quand ils sont labellisés bas carbone, ils sont sérieux. Donc les banques s'intéressent à ces sujets-là, oui, sont aussi challengées. Très challengées en ce moment sur ce qu'elles financent. Le gaz de schiste, haro sur le gaz de schiste, alors que les USA font, c'est on en achète, mais ça c'est aussi une aberration monumentale. Et les assureurs assurent aussi. On a avancé, ça a été dit dans le rapport d'activité par le secrétaire général sur l'assurance climat. Groupama et Pacifica ont été des partenaires fidèles auprès de la FNSEA et du CAF pour porter ce sujet en prenant aussi une part de risque. Parce que la prise de risque, il faut aussi la partager. Vous savez, des jeunes qui s'installent aujourd'hui, qui investissent 1 million d'euros, il faut qu'ils trouvent un banquier. Le banquier, il prend une part de risque aussi. Il prend des garanties, mais il l'accompagne quand même. Il y a assez peu de secteurs où on met autant sur la table. Et nous cumulons un certain nombre de risques. Parce que le risque climatique, bien sûr, nos entreprises n'ont pas de toit. On est vraiment exposés. Le risque géopolitique, la flambée, l'année dernière, on ne l'avait pas choisi, on en est victime, etc. Le risque sanitaire, regardez ce qui se passe avec la grippe aviaire. Regardez ce qui se passe avec la fièvre porcine africaine à nos portes, elle est à 55 km en Italie. C'est-à-dire que cette prise de risque-là sur l'épaule des agriculteurs, il faut qu'elle soit accompagnée. Ça coûte. Alors la France a accompagné quand même, disons-le. Next Generation EU, le plan européen d'investissement, plan de relance, on a fait rentrer l'agriculture. À la force du poignet, Hervé s'en rappelle, mais on a eu 1 milliard d'euros pour de l'investissement en agriculture, sur des investissements où les agriculteurs ont déjà engagé les transitions. Sur le matériel agricole, par exemple, le matériel qui a été acheté notamment en pulvérisation, phyto, c'est du matériel qui permet d'optimiser l'usage phyto, bus coupe-tronçon, etc., anti-dérive, réduction de doses, dans la robotique, dans les OAD. La France Relance 2030, c'est 2,8 milliards supplémentaires qu'on a ramenés vers l'agriculture pour notre amont, pour notre aval. La modernisation d'un certain nombre d'industries, ça a permis aussi d'aller vers ces transitions. On ne part pas de rien, mais si on ne le dit pas, ils ne le sauront pas. Donc l'État a accompagné, les banques accompagnent aujourd'hui. Les banques ont plus peur du manque de lisibilité et aussi de la concurrence et des freins administratifs dont nous souffrons. Donc voilà, moi je reconnais quand même que depuis le Covid et la guerre, l'État français, le gouvernement français a pris conscience de la nécessité d'accompagner l'agriculture. Alors, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, on dit. Je peux vous dire que mes autres collègues présidents de syndicats dans d'autres pays européens, ils n'ont jamais un président de la République qui passe une journée entière au salon de l'agriculture, quel que soit le parti politique, et ils n'ont pas eu, eux, d'argent dans leurs plans de relance nationaux. Nous, on a réussi, grâce aux organisations agricoles notamment. Merci Christiane Lambert. Quelques questions dans la salle. Ensuite, le rapport moral d'Hervé Lapie. Et j'entends d'ici les estomacs qui commencent à grouiller. Donc l'objectif, c'est de déjeuner avant l'heure du goûter, si j'ai bien compris. Alors, quelques questions dans la salle. On va faire circuler des micros. Voilà, monsieur, quasiment tout en haut. Le micro va arriver jusqu'à vous. Voilà. Et puis, alors vous allez nous dire à qui s'adresse votre question. Et on va essayer de vous obtenir une réponse.
Bonjour, Jean-Bernard Guyot, agriculteur ici et président d'Agroforesterie Nord-Est. Et j'avais une question à Monsieur Lavaux, qui développe un peu le sujet de l'agroforesterie, parce qu'on en a finalement très peu parlé. Et c'est vraiment le retour de l'arbre dans les systèmes agricoles, c'est vraiment un sujet, pour nous, vraiment capital et assez transversal sur toutes les problématiques qu'on a, que ce soit l'eau, le climat, le sol, etc. Thomas. Et comment faire pour, seconde question, comment faire pour accélérer un peu sur le sujet, parce ça va pas très vite, quoi, tout ça, quoi. Ouais. Thomas Lavaux. Alors, je vais faire une introduction juste parce que je laisserai parler plutôt, parce que moi je ne suis pas sur le terrain, mais c'est un sujet qui est très délicat parce qu'effectivement, ce que je montrais, on a ce paradoxe complet en disant il faut retourner un système agroforestier, ça permet de limiter l'évaporation des sols, ça permet de protéger de la chaleur, etc. Donc, puis d'avoir des rendements et des cultures qui sont assez raisonnables. Et en même temps, vous avez une forêt qui meurt. Alors moi, dans des Vosges, je le vois vraiment parfaitement. L'INRAE est en train de faire des tests avec l'ONF. Ils sont en train de planter des cèdres du Liban dans les Vosges pour remplacer, parce que ça sera le futur climat de la forêt vosgienne. Donc ça veut dire qu'en même temps, on a un double problème. Serge Zaka se régale quand vous parlez de cèdre du Liban. Là, je suis totalement d'accord. Allez-y, plantez des cèdres du Liban. Voilà. Je suis libanais, c'est pour ça. Et donc ça vous montre le double problème qu'on a, c'est que d'un autre côté, on a des solutions aujourd'hui, mais avec des espèces forestières qui vont plus être adaptées. Donc il faut en même temps qu'on va changer les espèces, en même temps les adapter à nos problèmes. Et on les a jamais étudiées, on n'a pas leur comportement dans la région, parce qu'on les a jamais vraiment vus. Et le climat évolue tellement vite. Alors on a vu les courbes de Serge qui sont très intéressantes. Et là où on pourrait encore rajouter à ces courbes-là, c'est des extrêmes. Parce que vous l'avez tous vécu, vous êtes les premiers à les voir, les gels tardifs. C'est complètement paradoxal dans un monde où soi-disant on se réchauffe d'avoir des gels qui vont tomber après des bourrages, après les levées. Et donc c'est dramatique parce que là ça vous oblige à double semence, etc., etc. Et donc on a des effets complètement pervers de catastrophes qui peuvent être très tard. Et donc ces espèces-là en moyenne ont l'air adaptées, sauf qu'elles vont peut-être pas résister au gel à -10 qui va tomber au mois de mai. Donc on a aussi des doubles problèmes. C'est qu'on crée des nouveaux climats qui ressemblent à l'Aquitaine, mais ça n'est pas l'Aquitaine. Je vous le garantis. Les orages qui vont tomber sur la Marne en 2030 ne ressembleront en rien aux orages de l'Aquitaine de 1990. On les voit aujourd'hui, on est déjà en système orageux alors qu'on est à peine au début de juin. Et des quantités d'eau qui sont assez phénoménales. Donc il faut bien se rendre compte qu'on n'arrive même pas aujourd'hui à prédire exactement à quoi le climat, on a une idée globale de quoi il va ressembler. Donc c'est un double problème. Comment régler le problème de quelles espèces forestières planter, avec quelles espèces de semences faire pousser en dessous. Et pourtant, c'est notre plus gros potentiel en termes de stockage de carbone à l'heure actuelle, sur en tout cas les estimations faites par l'INRAE. Un mot très rapide, Christiane. Alors, l'agroforesterie, c'est une très bonne solution qui a longtemps été sous-considérée. Il y a dans nos réseaux et dans nos chambres d'agriculture, moi je suis du Pays de la Loire, notre expert, il était dans la Sarthe, il est super bon. Ça a été un peu sous-considéré et pour tout dire, tourné en dérision. L'agroforesterie, c'est pas que planter des arbres à l'intérieur des champs, c'est bord de champs déjà. Moi, je suis en pays de bocage, j'en ai 8% de surface en infrastructure agroécologique, sans sol, juste avec nos haies, nos bocages, etc. On ne peut pas entendre et dire, et Verdir, notre association pépinière horticulture, dit il faut végétaliser les villes, c'est la solution. Enlever la minéralité dans les villes parce qu'on a trop mis de béton et trop de pierres. Et il faut remettre des arbres et des espaces verts pour refroidir les villes. Alors nous, on a les cultures qui refroidissent, mais les arbres ont une fonction énorme aussi en termes de structure de sol, de paysage, de régulation de vent, etc. Ça a plein d'avantages, mais ça n'a pas assez bonne presse. Et Hervé s'en rappelle, on a eu des débats parfois dans nos instances à la FNSEA, où on l'a écrit dans le rapport d'orientation, on a écrit tout le bien qu'on pense de la haie et de l'agroforesterie, mais il y a des réticences importantes, donc il faut promouvoir et montrer les avantages moyen-long terme. C'est pas seulement parce que les 2 rangs de maïs au bord de la haie ou de la lignée d'arbres, ils sont moins beaux, il y a bien plus d'avantages à avoir des insectes auxiliaires, une régulation du climat, etc., etc. Mais il faut s'y intéresser vraiment, parce que ça présente énormément d'avantages. Et dans les pays plus au sud, j'ai été administrateur au CIRAD, qui est le centre de recherche pour l'agriculture des pays du Sud, c'est quelque chose qui est énormément utilisé. Ça aussi, si l'INRAE s'inspirait un petit peu plus des travaux que fait l'Institut du Sud, ça nous accélérerait les solutions à adopter ici. Allez, on va prendre deux, trois autres questions avec des réponses. On va essayer de les faire plus rapides. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, les mains qui se lèvent tout en haut. Le micro vous arrive. On vous écoute. Bonjour, Virgile Noisé, éleveur, et on a encore été un peu décrié là, récemment au niveau des émissions bovins. Pour vous, un système plein air intégral et une exploitation qui serait autonome alimentairement,
le ratio stockage des prairies par rapport à l'émission d'un gros bovin à l'hectare. Vous pensez qu'on serait positif en stockage ou... Il y a de très bons chiffres sur le sujet dans les plaquettes de l'Institut de l'élevage. Je vais faire une réponse courte sous l'œil du surveillant général. Les prairies captent 75% du carbone émis par les vaches. Ça doit être à peu près pareil pour les brebis. Et l'Institut de l'élevage, suite à la publication de la Cour des comptes et de Bruno Le Maire, a dit notre potentiel de réduction avec Cap2ER et les fermes laitières bas carbone, on peut réduire de 10 à 20% les émissions des vaches. Et l'objectif, c'est de garder la production, mais de réduire les émissions. Or, le ministère de l'écologie avait tapé sur les doigts des instituts techniques en disant tous vos diagnostics, c'est bien, mais il y a un levier que vous n'actionnez pas, c'est la baisse de production. Je lisais ce matin en venant dans le train des croquis du secrétaire général de la planification écologique. Ils prévoient tous une baisse de cheptel. De grâce, elle est en train de se faire. Ne l'accélérons pas, mais disons que s'il n'y a pas d'élevage, s'il n'y a pas d'herbivores, il n'y aura pas de prairies, il n'y aura pas de pistes de ski, il y aura des incendies, il y aura des avalanches, etc. C'est-à-dire tous les autres atouts de l'élevage, il faut absolument qu'on les mette en avant. Et à la limite, la Cour des comptes, avec son rapport idiot, nous a rendu service parce que ça a permis d'amener aussi tous ces sujets des atouts de l'élevage sur la place, sur la table, et même des journalistes non agricoles l'ont repris. Vive l'élevage. Merci beaucoup. Allez, levez la main bien haut pour qu'on voit qui veut poser une question. Je scrute la salle. Voilà, juste devant. J'ai une question pour Monsieur Lovo. Que pensez-vous du discours agricole ici sur la nécessité de production? J'ai fait mon diagnostic carbone. Il semblait que la seule solution pour l'améliorer, c'est d'augmenter la production. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, très compliqué comme question. Il faut que j'aille vite. Réellement, dans la filière agricole, pour moi, les enjeux sont là, mais les solutions sont là. On a vu l'arrivée des méthaniseurs sur le marché. J'en parle beaucoup parce que c'est vraiment en expansion dans la région. Il y a d'autres solutions, des usages qu'on n'a même pas imaginés à l'heure actuelle. On parle de photovoltaïque. J'ai vu dans la région, c'est plutôt en Lorraine, mais j'ai vu énormément de projets de photovoltaïque sortir du sol. Et donc, il y a des compensations. En fait, le phénomène de compensation. On peut aussi optimiser l'alimentation. Pendant longtemps, on a réfléchi en termes d'alimentation, de production laitière. Maintenant, on commence des fois à voir qu'une alimentation plus régulée, etc. Donc, il y a différents secteurs où on peut avoir beaucoup moins de carbone et beaucoup moins d'import. Il faut aller dans le détail des exploitations. Et là aussi, on manque d'outils. C'est-à-dire que si vous voulez faire un bilan de votre ferme précis, depuis les intrants jusqu'à la sortie de votre production, il manque d'outils. Donc ça commence, on commence à avoir ces bilans, on les met en place, ça devrait être automatique pour tout le monde, comme ça on pourra avoir la description totale de sa ferme et dire dans quel secteur est-ce que je peux gagner le plus en étant. Et moi je vais vous garantir que comme dans les villes, on a des secteurs entiers qu'on a oubliés et qu'on va réaliser dans 6 mois en disant comment valoriser cette sortie de gaz qu'on laisse échapper à l'heure actuelle. On était sur les fossilisiers, on l'a fait déjà. On capte maintenant le gaz, l'écogénération, les intrants, etc. On voit qu'il y a de plus en plus de domaines dans lesquels on récupère le carbone et on finit dans des cercles vertueux. On ne sait même pas à l'heure actuelle exactement, si vous demandez un bilan carbone aujourd'hui de toutes les fermes, des sols, etc., moi je vais vous dire mon avis scientifique, hein, c'est creux, ça n'a pas de barre d'erreur. Quand je vois tous les chiffres sortis sans barre d'erreur, j'ai des frissons dans le dos. Je n'ai même pas le droit de publier dans un journal scientifique si je n'ai pas une barre d'erreur. Aujourd'hui, tous nos chiffres sont dans le flou complet. Il faut absolument qu'on remette, quand vous avez votre compte bancaire, j'aimerais bien que le banquier vous dise, vous avez 200 000 euros sur votre compte, plus ou moins 50 000. Vous voyez, ça vous choquerait, mais à une force, etc. Et comme moi, ça me choque à chaque fois que je regarde mes bilans carbone. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, parce que si une tonne de carbone vaut 200 euros sur le marché, on ne pourra plus se permettre d'avoir cette barre d'erreur. Et c'est ça sur laquelle il faut avancer aussi, la barre d'erreur. J'ai hâte qu'elle soit à 200 euros. Allez, encore une question devant. Oui, Olivier Deboran. Oui, pour Monsieur Lovo, mais je voulais revenir parce que comme dans votre présentation, vous avez évoqué la bioraffinerie territoriale de Bazancourt, je ne peux pas rester sur silence. D'autant plus à travers les propos qu'a tenus et que je soutiens pleinement Christiane sur le bilan carbone. On ne fait pas que stocker du carbone en agriculture, on réduit. Et c'est le même sujet en industrie et on a cette chance dans notre industrie agroalimentaire, c'est qu'on a de la biomasse. Alors évidemment, il faut tenir compte de l'élevage, de la méthanisation et tout ce qui va autour, mais on est dans ces objectifs. Et vous ne pourrez pas vous contenter, à mes yeux, de constater si on émet moins ou pas. Il faut aussi constater le fait que, puisqu'on
on a l'honneur, entre guillemets, de faire partie l'industrie sucrière fait partie des entreprises les plus émettrices. Donc on fait partie des 50 et on est le petit poussé, Cristal Union. Mais ceci étant dit, on est là et on était surpris de constater que l'essentiel de la décarbonation va se faire par une compression et un stockage du CO2 de la chimie, de toutes les autres industries. Alors qu'on voit qu'en agroalimentaire, et le projet que l'on a entre autres à Cristal Union, c'est d'aller vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut aussi constater il ne suffit pas de compter ce qui sort, il faut aussi compter ce qu'on ne va pas utiliser en énergie fossile, parce que c'est là que ça commence la solution. Il faut réduire l'utilisation du fossile. Et donc, il faut que dans vos bilans, vous analysiez aussi le fait que l'industrie agroalimentaire, la première transformation, va réduire son utilisation d'énergie fossile. On ne peut pas se contenter de... Exactement, absolument. C'est un très bon point. Alors justement, je voudrais le relever parce que dans tous les types de bilan carbone, on a toujours 3 niveaux. On a le premier niveau, on appelle le niveau 1, c'est vous démarrez votre voiture, du carbone sort de la voiture. Le niveau 2, vous avez une voiture électrique que vous avez rechargée toute la nuit. D'où vient cette énergie? Est-ce qu'elle vient de la centrale à charbon de Saint-Avold ou est-ce qu'elle vient de la centrale nucléaire à côté, à Metz, voilà, Faisin. Scope niveau 3, qui a construit votre voiture et comment? Voilà. Le 1 et le 2, on y travaille et c'est ce qu'on va faire maintenant très précisément. Et le 3, il est optionnel dans les bilans. Le problème du 3, c'est que quand vous allez chercher pour un simple téléphone portable le nombre de sources différentes de producteurs d'énergie, un jean à l'heure actuelle qui est fabriqué a parcouru 60 000 km en transport avant d'arriver dans votre magasin. Parce que chaque étape du jean, le sablage, la peinture, la coloration, les petits perçages et les boutons, tout a une étape et va prendre 5000 km parce que c'est plus rentable de le faire en Égypte, au Pakistan, en Inde ou au Bangladesh. Donc vous vous rendez compte que si on ne prend pas en compte ces émissions indirectes, effectivement, on biaise complètement l'idée qu'il y a derrière. Et je le dis souvent quand je monte mes émissions de Cristal Union, en disant attention, vous fermez Cristal Union, c'est parfait pour le territoire, parce que vous avez enlevé un point rouge de la carte, mais vous venez de déforester 500 hectares en Amazonie, que vous allez mettre en bateau et qui va traverser l'océan pour arriver chez vous. Donc surtout ne pas faire l'erreur. C'est très compliqué quand vous faites sur une chaîne industrielle, parce qu'il ne faut pas comparer seulement ce que vous produisez, il faut aussi comparer l'alternative. Que se passerait-il si je n'avais pas cette... Donc l'agriculture aujourd'hui en France, il ne faut pas forcément la comparer à créer une voiture ou acheter une cracotte ou une biscotte au magasin qui vient de Roumanie. Ça n'est pas le problème. C'est si jamais ce n'est pas moi qui fais pousser le blé aujourd'hui, si la chaîne est changée, d'où vient ce blé, le transport qui va derrière, le processing. Et vous connaissez très bien ce problème parce que le problème des accords internationaux et des discussions sur les marchés, on vous dit on a fait un accord avec le Mexique et on aura de la viande qui va venir du Mexique parce qu'on leur vend 3 rafales. Ça pose énormément de problèmes pour moi dans un bilan carbone. Parce que si on faisait vraiment le bilan carbone de cette viande-là, il serait terrible. Donc je suis pour, par exemple, le marquage des produits sur leur bilan carbone complet. De la production, de l'élevage, et là ça va changer énormément la donne. Vous aurez des produits qui vont devenir inabordables. Parce que si vous payez réellement le prix du carbone sur le marché, vous ne pourrez plus l'acheter. Donc c'est là où il faut réfléchir aussi dans notre chaîne agricole, ne pas se contenter d'être sur le territoire, mais bien de le comparer aux solutions alternatives qui vont être bien pires que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Christiane. Et c'est là où... Et c'est là où l'agriculture européenne a des atouts et une longueur d'avance. Parce que nous avons commencé à travailler, à réfléchir sur ces sujets. Le Green Deal qui est proposé, Farm to Fork, est une direction que l'on comprend, mais les niveaux exigés sont trop rapides, trop élevés, et il n'y a pas d'accompagnement. On nous dit c'est la PAC qui paiera, sauf que la PAC, elle paye déjà plein de choses, elle ne peut pas payer d'autres objectifs. Mais d'autres pays n'ont pas fait les mêmes recherches, efforts, et ne sont pas aussi prêts que nous à décarboner. Et la France, sous présidence française, a porté les clauses miroirs, c'est-à-dire dire les produits importés doivent respecter les mêmes règles que les produits fabriqués chez nous. Et ça remet en question aussi tout le débat classique de l'Organisation mondiale du commerce qui était sur le thème des économies comparatives et des gains de productivité. On allait chercher en Chine parce que c'était moins cher, les jouets, les textiles, etc. On allait dépolluer en Chine parce que c'était moins cher. Aujourd'hui, si on met le sujet empreinte carbone et si on met les objectifs de la COP21 dans les accords de l'OMC, ça change complètement la donne et ça relocalise en France, en Europe, là où on sait faire. Et j'ai juste un petit correctif à apporter à M. Lovo pour dire que nous, on a des diagnostics carbone sérieux, pas à 50% près, et je vais vous les faire parvenir. Ils sont très, très, très intéressants. Faites confiance au ministère de l'écologie français qui l'a validé. Donc, demain, dans vos conférences, vous dites c'est pas précis, c'est greenwashing, sauf en agriculture où ils ont bien travaillé. Vous avez bien fait de venir, Thomas. Un dernier point, Christiane. Il faudrait aussi, dans tout cet aréopage que vous décrivez, que la France ne soit pas l'élève qui va laver plus blanc que blanc.
Ah ben ça, moi j'ai souvenir, j'ai souffert au Comité national de la transition écologique où j'ai siégé pendant 7 ans quand j'étais vice-présidente, première vice-présidente de Xavier Belin. C'était Ségolène Royal, Delphine Bateau, Co et Nicolas Hulot qui disaient « La France doit être dans l'excellence ». Ok, soyons dans l'excellence et les autres pays suivront. Les autres pays n'ont pas suivi. Moralité, eh ben, on est à la traîne et les autres pays ont foncé. Et c'est la raison pour laquelle, enfin, la FNSEA, c'est ce qu'on dit depuis toujours, mais c'est ce que je porte aussi au COPA. Moi, je préfère des règlements que des directives européennes, parce qu'un règlement, ça s'applique à tous les pays pareils. Une directive, c'est à l'arbitrage et au bon vouloir de chaque État membre. Et chaque fois que ça a été une directive, la France, pour laver plus vert que vert, a surtransposé. Regardez ce qui s'est passé sur S-métolachlore récemment. Un des derniers sujets que j'ai géré avant de partir, l'ANSES avait dit suppression du S-métolachlore, tatati, tatata, etc. Trop d'inconvénients. Et nous, on dit attention, Bruxelles n'a pas encore statué. L'EFSA n'a pas rendu son avis. Ah ouais, mais on est sûr que l'EFSA va dire pareil. Ben, attendons quand même l'EFSA. Au congrès d'Angers, le ministre de l'Agriculture dit je vais attendre la décision européenne. Tollé, toutes les ONG lui tombent dessus, certains partis politiques aussi, en disant ce ministre est scandaleux, il cède au lobby de la FNSEA pour faire une belle annonce, etc. Décision de l'Europe la semaine dernière, la Commission européenne, ben finalement on ne peut pas prouver que les pays ne se sont pas mis d'accord, donc le S-métolachlore est prolongé jusqu'à 2024. Et donc, de fait, on a bien fait de résister en France, et l'ANSES devra attendre, puisque désormais, enfin, la France dit harmonisation européenne sur les décisions qui concernent les moyens de production, parce que si on met sur un ring de boxe un poids lourd et un poids plume, je ne vous donne pas 10 € pour savoir qui va gagner à la fin. Et donc, nous, des règles européennes, oui, mais des règles françaises mieux disantes, non. Donc, S-métolachlore, belle avancée, on l'a pour une année de plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher les alternatives, mais on est traité comme les autres pays européens. Allez, une dernière question. Une dernière question, ou pas d'ailleurs, hein, mais est-ce qu'il y a une main qui se lève? Voilà, je vais faire comme le commissaire-priseur et pas le surveillant général. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, voilà, ah voilà. Allez, on vous redonne le micro, 2 petites secondes, et puis ensuite, on conclut. C'est juste une remarque, et j'en profite à travers la tribune, c'est arrêter de parler de la fin du moteur thermique. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est on veut des véhicules neutres en émissions de CO2, ce qui n'est pas la même chose. Arrêtez de parler de la fin du moteur thermique. Merci. C'est pareil pour les vaches. Bien, merci beaucoup Serge Jacquat qui était resté avec nous avec cette magnifique belle photo primée. Voilà, c'est pas un montage, hein, il n'y a pas de filtre et il n'y a pas de correction Photoshop, Serge, hein, c'est 100% naturel. Non, c'est pas ChatGPT, c'est moi-même. Merci à Thomas Lovo également, merci infiniment Christiane Lambert, merci Hervé, et puis c'est vous qui reprenez la parole pour le rapport moral, et après, effectivement, on ira se sustenter.